On a un pro du trading avec nous et c'est pas Picsou, ça change un peu. Un Tisma, vrai je te laisse te pro. présenter du coup. Salut les boys and girls. Je suis ravi de tous vous rencontrer sur la chaîne de monsieur. En fait, tout simplement, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je suis dans les cryptos maintenant. Donc, je me Ok. suis fait principalement grâce au trading de Bitcoin dollar. Donc, pour l'époque BitMEX, ceux qui se rappellent, je sais pas s'il y en a qui sont OG sur ta chaîne, mais à l'époque, voilà, quand les contrats perpétuels tels qu'on les connaît aujourd'hui ont été créés voilà, en 2000, Pour les 2014. cryptos, ouais. Voilà, ouais, dans une crypto. Et donc j'ai commencé avec ça et puis j'ai fait péter la bankroll en trading, en scalping, donc sur des petits laps de temps, donc des très courts, des trades très courts, environ 15 minutes de moyenne en général. Et ensuite, j'ai acheté du Bitcoin avec ses profits et au fur et à mesure, le Bitcoin est monté, je gagnais de l'argent, je mettais en Bitcoin, je gardais l'argent, je mettais en Bitcoin. Et aujourd'hui, on est là, on fait toujours du trading. Je dirais que je fais plus que du trading Bitcoin, je fais du trading tous les perps qui existent. Mais je fais aussi beaucoup de dev, c'est-à-dire qu'à la base, je suis issu d'une formation 1G. Donc voilà, 1G dev. Voilà, donc j'ai toujours été autodidacte après dans ce domaine parce que j'ai pas terminé ma formation d'AG. J'ai fait genre 2 ans dans mon école et après je me suis dit bah fuck, j'étais déjà ultra rentable en trading et je me suis barré. Voilà. Ouais, Et après, c'est marrant ça. Ok. ouais, c'est petite anecdote. Ouais, j'ai fait. Alors pour la vraie anecdote, j'ai redoublé genre 2 fois parce que je faisais que du trading. Et ensuite, Ok. après avoir redoublé 2 fois, hein, donc j'ai fait 3 fois la première année, j'accède à la deuxième année et là je me dis bon, je me casse et je me suis barré. Et donc voilà, parce qu'en fait j'étais tout le temps en train. Alors j'étais tout le temps en train de faire des trucs. Première année, c'était vraiment, je scalpais sur Dofus, tout ce qui était HDV, Dofus Touch, etc. Mon goal c'était juste d'être le plus riche du serveur. Donc j'ai fait ça à fond. Et puis ensuite, voilà, j'ai découvert les cryptos en 2017. C'est reparti en couille et c'est parti en couille jusqu'à la fin. Et ce que j'ai fait ces 8 dernières années du coup. Donc voilà, c'est un peu Ok. tout le parcours. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de dev, beaucoup de trade. Bon, un Ouais, petit coup de donc tête. super parcours, frérot. En tout cas, c'est rigolo d'être passé d'ingénieur à trading, mais tu me diras, Picsou, il était dev aussi. Moi, pas du tout. Moi, je me suis arrêté au bac parce que vraiment, l'école, je supportais pas ça. Mais moi, j'ai eu un parcours qui était un petit peu différent. C'est que, tiens, on peut commencer l'émission là-dessus. C'est vrai que j'en ai jamais parlé de Ouais, ça. grave. Parce que on s'est déjà, pour l'info, on s'est déjà rencontré avec Apet du coup Ouais, tout à fait. à Dubaï, donc pour Token. Mais on n'a pas eu trop le temps de discuter en vrai de nos parcours. Donc, Ouais, on était plus en mode bonne vibe, c'est vrai. ouais, Ouais, cool. bah moi, en fait, je voulais vraiment faire carrière dans le gaming d'une manière ou d'une autre. Ok. Mais si tu veux, je m'entendais pas du tout avec mon daron. Alors, je vous rassure, depuis que je suis parti, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je m'entendais pas du tout avec mon daron, donc il me mettait la misère. Et donc, moi, mon objectif, c'était de partir le plus vite possible, ce que j'ai fait. Mm. Donc, à l'époque, je me suis fait une coloc à l'arrache que je finançais à coup de hacks sur Call of Duty, de hack Prestige, Challenge Lobby, Prestige Max, emblème débloqué et tout. Attends, Donc, tu dis hack craquage prestige, de dis-moi, P. c'est genre, c'est pas tu hackais, c'est tu faisais du PL, Je genre. débloquais tout en fait. Ok, ouais. Non, non, je débloquais tout. En fait, si tu veux, la tech à l'époque sur Call of, Mm. c'est que tu avais on va dire, des infos clients qui étaient envoyées au serveur. Quand tu lançais une partie, tu tues quelqu'un, bon, bah, tu prends de l'XP, tu montes ton niveau et tout. Mm. Et donc, en fait, l'idée, c'était de modifier les données du jeu, de les envoyer au serveur pour qu'ensuite, côté serveur, ça reste, tu vois. Donc, les Ok, gens me payaient, je me connectais à leur compte, je leur débloquais tout, je me cassais. Et ok. comme moi, j'étais principalement sur Play 3, enfin PlayStation 3, et que sur PlayStation, tu ne peux pas changer de pseudo. Dès Ouais. que les gars, en fait, ils changeaient de team et qu'ils voulaient avoir leur pseudo de team, ils refaisaient un compte et puis ils repayaient à chaque fois. Donc, en fait, tu avais, un petit régulier comme ça qui me permettait de tenir. Ok, Et du Bordeaux. coup, bah, quand j'étais encore lycéen, bah, je payais mon loyer comme ça, donc je devais jongler entre le lycée et ça, plus ma passion des jeux vidéo, on va pas se mentir, j'aimais bien jouer aussi, tu vois. Donc Normal, ouais. j'étais pas du tout assidu à l'école, et en fait, sur la fin, deuxième trimestre de terminale, ils m'ont dit, vas-y, va te faire enculer, ils m'ont viré, tu vois. Et je l'ai Ok. passé en candidat libre, mon bac, et je l'ai eu sur le fil. Ah, waouh. Ok, Voilà. solide. Ok. Voilà, donc Mais c'est marrant en ça a vrai, démarré comme ça. Mm. parce que les crypto bros, etc., enfin, ceux qui ont fait carrière et qui ont quand même bien réussi, en général, il y a toujours des parcours un peu, tu sais, comme ça, tu sais, c'est genre, tu as toujours un peu À appris à te l'arrache complet, ouais. débrouiller à l'arrache. Ouais. Et au final, bah, en fait, c'est ce sens un peu de débrouille et de curiosité d'aller vers des trucs un petit peu nouveaux, etc.,
qui font qu'il y en a beaucoup de notre classe, on va dire, qui ont réussi. Ouais, c'est carré. Ok. Totalement. Ouais. Et Ok. du coup, bah, tu vois, pour faire le lien avec Picsou, parce que ceux qui suivent les lives depuis très longtemps connaissent l'histoire, mais je vais la répéter pour les autres. En gros, juste après mon bac, bah, j'ai monté ma boîte qui était un concurrent de Twitch qui s'appelait Gamers Connection. On utilisait Ok. Dailymotion pour la partie lecteur. Ok. Et voilà, on voulait se placer sur ça avec une stratégie orientée sur l'e-sport et tout. Ok. Donc c'est ça qui m'a fait que j'ai eu un gros carnet de contacts sur la partie YouTuber-streamer, parce que j'étais ultra avant-gardiste aussi bien sur la partie création de vidéos que sur la Hmm. partie stream. J'étais un des premiers à Ok. maîtriser les logiciels, Ok. optimiser les PC, donc j'ai fait régisseur, tu vois, pour des LAN, pour des événements, des trucs comme ça. Ok. Et, c'est à ce moment-là que j'ai connu Picsou, parce que lui aussi, il bossait avec Dailymotion pour un autre projet à lui, et il s'était proposé de nous aider. Au final, notre associé, il voulait pas, mais moi, je suis resté en bon contact avec lui. Et Ouais. puis, tu vois, comme le monde est hyper petit, bah, on s'est revus parce qu'il s'est associé avec un gars que je connaissais bien. Ils ont fait des bises autour de Counter-Strike. Bon, bref, je vais pas raconter sa vie, tu vois. Mais du coup, on est resté en bon contact comme ça. On s'est toujours dit, vas-y, on va faire un truc ensemble. Hmm. On a essayé des trucs, puis il n'y a rien qui a pris plus que ça, parce que je bossais beaucoup à l'époque, et puis Coin Academy, ça a été le truc, tu vois, et maintenant, bah, ça fait 4 ans que ça existe. 4 ans et Ok. demi bientôt. Ok. Ouais, ça c'est. J'avais suivi un petit peu l'évolution en Coinhacker. Il y avait Picsou, parce que j'en avais parlé avec Picsou et tout. Il m'avait raconté ce qu'il faisait avant et tout, c'était marrant. Ok. Ouais, il a fait beaucoup, beaucoup de trucs, hein, Picsou. Ouais. Moi, je suis toujours resté autour du gaming, mais lui, vraiment, il a jonglé sur beaucoup de trucs. Donc ça, c'était la petite introduction pour raconter nos lives. C'est cool. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de trading. Alors moi, j'ai une question pour toi, déjà, Tisma, pour démarrer. T'es Ouais. full dérivé ou tu joues aussi en spot? Comment tu gères, toi, ta vie en trader? Alors, en vrai de vrai, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué au fil des années, tout simplement parce que bah, mon capital, il a énormément grossi. Ce qui fait que avant, bah, pour gagner de l'argent, je faisais que du scalping court terme. Et en fait, au bout d'un moment, bah, le spot est tellement gros, entre guillemets, que bah, une variation de 10% sur le spot, ça te permet de vivre longtemps, tu vois, entre guillemets. Et donc, tu as plus ce même besoin de faire de la thune en trading. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, Ouais, sur au fur et à mesure des années, mon attention a shift vers plutôt de la gestion spot ou du swing, tu vois. Et après, ouais, c'est également de la diversification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, je fais de l'IMO, tu vois, je vais faire des stocks, etc. Alors, c'est en processus, parce qu'il faut savoir que quand tu touches à l'IMO, bah, c'est une nouvelle classe d'actifs. Il y a plein de rouages à connaître et c'est ouais. complètement ça. Même si tu peux être un bon trader, mais l'IMO, ça n'a rien à voir. Genre, il faut les Mm. contacts, il faut connaître les bonnes personnes, connaître le marché, ça se digue et tout. Après, il y a certaines mécaniques qui sont quand même assez similaires. Mais après, tu as des rouages, tu vois, enfin, un rouage en termes de régulation, tu peux pas faire ce que tu Tout à veux. fait. Il y a des, tu vois, il y a des marchés un peu secondaires ou pas. Enfin, voilà, il faut se créer des outils. Enfin, il y a pas mal de trucs. Mais voilà, mon process, c'est j'ai commencé avec le trading pour me faire un capital. Une fois que je suis arrivé genre à 100 000, on va dire, de capital, là, j'ai commencé à vraiment un peu plus gérer du spot. Après, j'ai toujours été majoritairement en Bitcoin. Là, encore aujourd'hui, en termes de crypto, je parle. En termes de répartition, je dirais que je suis 50% crypto, 50% stable aujourd'hui. En termes, si Mhm. je devais donner ma répartition exacte. Et après, sur mes 50% crypto, je dirais que je suis à 50, je dirais que je suis à 60% BTC, 15% Hype, 15% Ether et 10% des autres Des trucs. cochonneries. D'accord, Ouais, ok. voilà. Ok. En gros, si je devais Solana mettre t'intéresse pas. si j'ai du Solana, mais petit, genre Ok, peut-être 3-4%, tu vois. J'ai du Solana, mais ok. en fait, Solana, je l'ai beaucoup ride. Moi, j'étais un full believer de Solana, même quand il a dump à 9. Parce qu'en fait, en 2021, 2022, quand il y a eu la hype NFT, tu sais, j'ai minté genre des Aurori, trucs comme ça, et j'ai fait des fois 120, mec. Sur le mine de Aurori, j'ai fait des multiples de fou. Et en fait, j'avais déjà fait la season NFT avant sur ETH. Et donc là, en fait, quand j'ai fait la NFT season sur Solana, je me suis rendu compte à quel point c'était fluide par rapport à Ether. C'est-à-dire sur Ether, c'était genre des combats de gas fees. Les gars, vous vous rendez pas De compte, mais il y a gaz des fils, mecs ouais. qui lâchaient genre 200 000 euros de gas fees juste pour mint. C'est-à-dire juste pour mint, le mec lâchait 200 000 balles de gaz, quoi. Faut qu'on se rende compte du délire. Et alors que sur Solana, bah, c'était différent. Alors évidemment, il y avait cette incentive un peu aussi, mais ça a été
beaucoup moins développé, tu vois, sur Ouais. Solana. Tu avais juste Donc à spam, mais ça coûtait des miettes par rapport à Ether, ouais. exactement, c'était ça, ouais. Et donc en fait, bah, c'était beaucoup plus fair et l'expérience utilisateur sur Solana est bien meilleure que sur ETH. Voilà. Genre, Bah, c'était ça, y a pas fluide. photo, hein. Les mecs qui avaient dev des trucs sur Ether, bah, enfin, les mecs qui ont dev des trucs sur Solana, ils avaient pris, on va dire, les leçons et les enseignements d'Ether qui marchaient pas trop et ils les ont améliorés sur Solana. Donc en fait, ça marche de fou. Et en fait, quand Solana elle dump à 9, je me suis dit, mais putain, mais il n'y a pas un monde où ça dump. Là, on est genre vraiment, pour moi, Solana va come back. Genre, c'est sûr à 1000%. Et en fait, tous les Mmh. Solana que j'avais gardés, que j'avais pas vendu avant, j'ai tout hold. J'en ai rebuy un petit peu. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup rebuy parce que j'ai été pas mal touché par FTX. Et en fait, bah, à cause d'FTX, j'avais pas mal de thunes dessus. Donc, bah, j'ai dû, pire que pouvoir acheter, j'ai dû vendre certains trucs en détresse parce qu'il fallait que je me fasse du capital pour vivre. Parce que mon goal, ça avait toujours été d'avoir genre suffisamment. Mon motto, c'est je veux genre 5 ans de runway en cash. Tu vois? Donc après, Ouais, quand je dis cash, ça va être des bons du trésor, etc. C'est-à-dire que ouais. je veux me dire, OK, en gros, il faut que j'ai au moins genre 200-300 000 euros de cash Par rapport à ton train de vie aussi. par rapport à mon train de vie. Je me dis, je vais claquer Ouais. 5 000 euros par mois net. Il me faut 5 000 euros par mois net pendant 5 ans. Mmh. Voilà. Et Ouais. c'est mon minimum de cash que je garde de côté tout le temps. Et en fait, quand FTX s'est pété la gueule, bah déjà, j'ai perdu pas mal de thunes sur FTX. En plus, bah, les cryptos overall sont pété la gueule hardcore aussi. Donc, en fait, tu es C'était au ça le pire pire. Ouais. du bottom. Et en fait, bah là, j'avais plus ce Mmh. cash flow et je savais plus moi, ma runway. Donc en fait, j'ai quand même rebuy certains trucs, mais il y a certains trucs que j'étège après, tu vois. J'étège assez Mmh. vite pour me renflouer en fait. Et donc j'ai pas ride correctement. Par contre, les cryptos que j'avais, je les ai hold la majeure partie, et dont Solana, parce que Solana, je me voyais pas le sell, je voyais que c'était beaucoup trop oversold. Et donc là, j'ai gardé, tu vois. Là, mais voilà. Et après, donc j'ai pas mal vendu au top de la même coin season vers 200 $. 200, 210, Et je 220, j'ai pas mal vendu quand il y a la même coin season. Et j'ai pas rebuy Ouais. après. Et là, tu joues, ouais, bah, tu l'as dit de façon 50-50, tu joues sécure, quoi. Maintenant, Ouais. il y a des trades Maintenant, à prendre, tu les prends, mais tu cherches pas à te surexposer. exactement, ouais. Genre là, tu vois, je Ouais. trade plus pour le kiff que pour vivre. Par exemple, bah, tu vois, j'ai beaucoup tradé Aventis, du coup, pas Aster. J'ai pas tradé Aster parce que j'ai vu le truc pump et j'étais trop late dessus. Je me dis fuck. Par contre, j'ai joué Ouais. tous les beta play Aventis. J'ai joué Aevo aussi. J'ai joué Sun de Justin. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais, euh, mais ça, tu vois, je le joue. Mais en gros, ça va être des plays. C'est-à-dire que je vais mettre genre 50K par poste, tu vois. Genre, j'ai dû prendre, genre sur le week-end, j'ai dû prendre genre 15K, 20K, un truc comme ça. Parce que j'ai perdu un peu de thunes ce matin en faisant de la merde. Mais overall, tu vois, c'est pas. Ça change plus rien, tu vois ce que je veux dire. C'est plus, je le fais pour le kiff, je le fais parce que j'adore, je suis passionné par le marché. Mais overall, c'est pas ça. Je ne vais pas faire une high stake capital. Je n'ai pas les couilles de me dire, vas-y, je mets 30% de mon net worth en long sur un Ouais. perp, tu vois. Ça, je fais pas. Moi, mon goal, c'est vraiment, je cours pas un sprint, je fais un marathon. Le but, c'est de faire grossir les cash flows sur le côté, parce que j'ai des boîtes à côté aussi du hors trading voilà, qui sont différentes. Et du coup, mon but, c'est d'augmenter ce cash flow, de paralléliser du coup tout ce que je peux paralléliser. Donc, bah, tu vois, embaucher sur mes boîtes sur lesquelles je peux embaucher. Comme ça me permet de faire tourner mon cash flow, d'augmenter mon cash flow. Aussi, ça me permet de réinvestir mon argent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, bah, comme je l'ai dit, tu as l'immobilier, tu as les stocks et tout, mais les stocks sont all-time high. L'immobilier, c'est une discipline assez difficile. Et en fait, quoi de mieux que d'investir en sa propre boîte, ses propres thunes pour la faire grossir si elle fonctionne, tu vois. Et donc, en gros, bah, c'est Ouais, un, tout c'est à un moyen fait. de rouiller aussi son argent, tu vois. Bref. Bah, du coup, Donc, j'ai question pour toi, je te coupe, parce que c'était une pile. vas-y, vas-y, J'avais pas vas-y. remarqué la première Hésite fois, mais pas, ça, hésite c'était pas, une hésite pas. pile. Tu me rappelles un pote qui est dev aussi, d'ailleurs, tu vois. Ok, hésite Euh, pas. Comment tu t'es formé au trading? Alors, Comment c'est venu? en vrai, comment c'est venu Loup de Wall Street? Un mot, un titre, voilà, c'était un peu la vibe. Vas-y, tu t'es avec des bombasses, tu t'éclates et tout. C'était un peu ça la vibe. T'as plein de thunes, t'as des belles bagnoles. Quand j'étais jeune, ok. C'était un peu, on va dire, le truc qui titille un peu voilà, tous les jeunes en manque d'adrénaline. C'est ce genre de métier, c'est stylé. Bref. Donc, quand j'avais 16 Ok. ans, donc là, j'en ai 28. Donc, il y a 12 ans, quand j'avais 16 ans, j'avais ouvert un compte chez IG Markets, donc un gros broker anglo-saxon, britannique. Tu pouvais à 16 ans? Alors, tu pouvais en démo, d'accord? Donc, Ouais, en fait, ok. j'ai ouvert un compte démo. Enfin, oui, pardon, voilà, j'ai ouvert un compte démo. Et aussi, il faut savoir qu'à l'époque, tout ce qui était broker, tout ce qui était finance n'était pas du tout accessible.
C'est-à-dire que c'était impossible, tu n'avais pas d'application sur ton téléphone où tu allais avoir ton broker. Enfin, IG avait une Mmh. application, je crois, mais je veux dire, tu n'avais pas de Kraken, t'avais pas, c'était vraiment, ça restait ghetto. Pour ouvrir un compte, il fallait avoir 18 ans, 10 000 euros minimum d'apport. Enfin, c'était gatekeeped à fond, quoi. Mais donc, voilà, c'était l'époque de la finance V1, on va dire. Bref, donc j'ai créé ce compte démo et au bout de 3 4 mois, je me suis vite rendu compte que, bah, c'était sympa, mais je faisais n'importe quoi et des fois ça gagnait, des fois pas, mais tu as aucune adrénaline, tu as pas envie de faire de tracking de tes Ah ouais. résultats, tout simplement parce que, bah, tu as pas la reward derrière. C'est-à-dire que tu es content, tu fait de l'argent, mais cet argent, c'est un Excel, quoi. Mmh. Tu même pas Donc la fame parce que même si c'était des points, tu aurais un leaderboard à la limite, mais là, tu es tout ouais, seul, c'est quoi. ça. C'est juste, tu as 100 K sur ton compte fictif et puis tu fais des trades et puis voilà, c'est marrant 5 minutes, quoi. Mmh. C'est drôle on va dire, pour comprendre un peu, tu vois, les produits financiers, ce genre de choses. Mais c'est tout, quoi. Donc ça, c'était le premier épisode, donc quand j'avais 16 ans. Ensuite, plus tard, j'ai un ami, donc du coup, ça doit être plus ou moins au même timing. C'est en gros quand le bitcoin venait de faire sa première percée à 1 000 $. Je sais plus quand c'était en 2016, 2015 peut-être? Bref. 1 000 $, ouais, une première fois, il était au-dessus de ouais, 2012-2013 et après il a refait une percée fin 2016 et c'est là où je suis Ouais. rentré moi. Ah OK, non, moi c'était vraiment, donc c'était encore avant, j'étais plus jeune, j'avais entendu parler de BTC quand il y a 1 000 balles. En gros, j'avais un pote qui était, tu sais, genre vraiment geekos, ultra dev, genre depuis qu'il a genre 8 ans, et un jour il me parle de BTC, mais j'étais ultra jeune, hein, d'accord? Mais ça c'est Ouais, je dis ça pour la suite de l'histoire. Il m'avait parlé de Bitcoin déjà, donc je sais plus exactement si c'était avant IG Markets ou après, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. ouais. Mais c'est juste que j'avais déjà entendu parler de Bitcoin à travers lui. Il m'avait montré les anciennes charts, je sais plus, il y avait un vieux site, où tu pouvais voir les charts de Bitcoin. 2013, j'ai demandé à ChatGPT, novembre OK, voilà, 2013, si exactement. jamais, C'était le pour les médusants. tout premier truc, tout première pump à 1 000 $. Voilà. Là, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais acheté, j'avais jamais rien fait. Juste un pote, il m'avait montré les charts, OK? Bref, ensuite, j'avais fait IG Market, pardon, je remets dans l'ordre. J'avais fait IG Market, c'est là où j'ai vraiment fait du trading entre guillemets en démo et ensuite, bam, en 2017, donc c'était en juin 2017, j'ai mon meilleur pote qui était en train de faire un work holiday, tu sais, en Australie là, et il me dit: «Mec, j'ai trouvé un truc, c'est un truc de malade, ça s'appelle Ethereum. Regarde». Mmh. Et Mmh. là, je Il me devait dis: valoir «Putain, mais 40 balles à ce moment-là. Ouais. ouais, alors en fait, non, il m'a à ce moment-là ce moment-là précisément, c'était genre à 250 balles, je crois. C'était 20 balles, vraiment OK. au micro top. C'était au micro top local quand il m'en a parlé évidemment. Les gars, quand on rentre en crypto, c'est toujours le baptême de feu, qu'on soit bien d'accord. C'est tu Clairement. rentres, tu te fais rect, d'accord? Donc moi, je suis trop content. Je me dis: «Putain, mais Ah c'est ouais, une 200 et dinguerie». quelques, ouais. Ouais, en plus, je me dis, tu vois, je me rappelle du bitcoin et cetera. Je me dis: «Putain, c'est vrai, c'était ce truc-là dont mon pote m'a parlé». Donc là, je vois Ether, bitcoin et tout. Je commence à dig, je trouve ça passionnant, la tech et surtout, le point qui me passionnait le plus, c'est qu'en fait, je vois que tu peux créer un compte Kraken, bon, ou Coinbase, whatever. Tu crées un compte Coinbase Kraken et en fait, avec 5 €, tu peux trader. Tu peux faire du vrai Ouais, trading avec 5 €, ouais, ce qui n'était pas ouais. possible en fait avant. Parce qu'en fait, sur les autres plateformes, les brokers, ils allaient te demander genre de faire un dépôt minimum de X milliers d'euros. Et moi, bah, j'avais que dalle, hein. J'avais pas d'argent. Enfin, j'ai start avec zéro, hein. Mes parents sont normaux, on va dire. On va dire que je suis normal aisé de base, mais j'ai jamais eu de la thune à mon nom. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais rien Ouais. eu, on va dire. Donc j'ai start toute la crypto, j'ai all-in avec 2 000 balles, au Mmh. tout début. Et Ouais. donc voilà. Là, j'ai commencé sur Kraken du coup, à acheter Moi Ether, aussi. XRP, BTC. Ah ouais, tu étais un Kraken max au début? Ouais. Bon, trop bien. Kraken, 1 000 balles, fin 2016 moi. Ouais. Voilà. Ouais, mais fin 2016, c'était encore plus early, je pense. C'était combien BTC ton prix d'entrée? 1 000 balles. Mmh. Ouais, Un c'était plus, je crois, BTC égale 1 000 3 000, balles. je Mais crois. j'ai fait de la merde, mais bon bref. Ouais, mais normal. Normal, genre, c'est le baptême du feu. Au début, il y a pas un monde Mmh. où ça se passe bien, c'est pas possible. Mmh. Mais donc voilà, donc j'ai start Kraken et en fait, bah, j'ai découvert ce monde du trading grâce, bah, au peu faible montant que tu pouvais mettre et donc bah, évidemment, j'ai all-in toute ma thune, donc j'ai pris 2 000 balles, tout mon compte en banque. J'ai acheté du XRP, du Sol, de l'Ether et tout. J'ai été divisé par 2 instantanément. Voilà, c'est-à-dire que j'ai buy le Mmh. pic au top, donc j'étais plus qu'à 1 000 balles, mais c'était tellement fou que j'étais tellement happé par ce monde-là et de la culture, la technologie et le trading que, bah, je me suis dit: «Bah, whatever, 1 000 balles, je m'en fous en soi, c'est beaucoup, mais en soi, enfin, je m'en C'est le fiche», tu vois? Je baptême suis du feu, jeune, hein, c'est le prix, hein, exactement, enfin, tu vois, j'étais au début de mes études, enfin, il y avait pas de galère, quoi. J'étais en première année, du coup, à Polytechnique Lausanne et cetera.
bon, je m'en fous, tu vois? Je sais que dans 5 ans, je sors à 7K, 8K en Suisse par mois, enfin, il y avait pas de problème, quoi. Donc je m'en fiche et hem et donc de fil en aiguille, bah, je commence à suivre des Discord. Donc à l'époque, il y avait pas de Discord, Si, structuré il y en avait le mien. français. Ah ouais? Il y avait la baleine. Il y Ah avait la oui, la baleine. baleine, oui, mais c'était le seul, genre c'était le seul un petit peu, mais encore Ouais, c'était petit à l'époque, ouais. ça c'était pas un voilà. Ouais, c'était le zoo. Et si, il y avait les mineurs français, mais t'étais pas dans le délire de mining Non, des j'étais pas dans le territoires. délire Non. mining, ouais. Mais non, non, mais en gros, ouais, enfin, il y avait quasiment pas de ressources en français. C'était genre ultra vide, même en ressources trending, il y avait rien en français, hein, c'était que de l'anglais. Ah, mais il y avait Et rien. donc j'étais sur des Discord, bien shady, bien what the fuck de genre 150 membres max anglophones. Mm. Et là, bah, c'est là où, bah, ça a commencé à faire de la thune. Tu avais, les mecs m'ont chillé Neo. Donc j'ai en gros en juin 2017, j'ai tout vendu et j'ai all in le Neo. Et en fait, le Neo a fait genre x30. Truc de, à Mm. l'époque, c'était des trucs de fou que tu pouvais faire comme ça. J'ai fait Ouais. x30. Et au final, bah, en gros, là, c'est là où j'ai commencé à apprendre à trader, si tu vois, parce que du coup, j'avais tout en spot. Je faisais pas, il n'y avait pas de perpétuel, les gars, ça n'existait pas encore à l'époque, il n'y avait pas les contrats. C'était vraiment, tu faisais que du trading spot versus le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de paire Ouais. USDT, il n'y avait pas d'USDC, c'était t'achetais de l'Ether, tu vendais en Bitcoin. Il n'y avait que de THBTC, Neo BTC, etc. Ça, c'était la base à l'époque pendant très longtemps. Et jusqu'en 2021, en vrai, presque. Avant, c'était pas. Enfin, jusqu'en 2019, 2021, c'était pas du tout Ouais, démocratisé comme c'est devenu. jusqu'au Covid, ouais. Ouais, voilà. Avant, c'était que du BTC. Bref, et donc en gros, bah, j'ai fait ça, j'ai suivi des Discord. Après, je me suis abonné à des gens sur Twitter, mais beaucoup de traders old school sur les marchés TradFi. Et au fur et à mesure, bah, je suivais leurs posts, etc. Je lisais des livres qu'ils me recommandaient, dont un livre qui est ultra intéressant. Donc notez bien la ref si vous voulez, les gars. Vous pouvez le trouver gratos sur Internet. C'est John G. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets. Tu peux le trouver en français ou en anglais. Et ça fait quoi? Ça fait 600, 700 pages. Mais en gros, il t'explique toute on va dire, l'histoire, pourquoi ça fonctionne, pourquoi la psychologie humaine, voilà, pourquoi la psychologie Ouais. humaine en trading ou en finance. Il t'explique tous les biais psychologiques, etc. C'est méga intéressant. Il t'explique toutes les bases, on va dire, du trading, de l'analyse technique. Donc, tu sais, tout ce qui est RSI, les patterns, les indicateurs, comment les utiliser, etc. Et en fait, il s'avère que à l'époque, aujourd'hui, c'est encore vrai, mais faut être beaucoup plus sophistiqué. Mais à l'époque, tu pouvais trader avec l'analyse technique le Bitcoin Ah, très mais facilement. complètement. Parce qu'en fait, faut savoir que les gens, et ça, on fera un lien après quand on parlera des pertes d'ex, c'est que les gens, vu qu'ils n'étaient pas du tout sophistiqués, c'était extrêmement simple d'extraire de l'argent parce qu'en fait, dès que tu avais genre 2 mois d'avance sur quelqu'un d'autre, bah en fait, toi, tu étais littéralement de la smart money, tu vois. Et le mec Ah, qui mais était je deux suis mois, d'accord. ouais, et Je le suis mec qui était d'accord. 2 mois avant toi, enfin qui est 2 mois derrière toi, bah c'est un dumb money, tu vois. En fait, le peu d'avance que tu avais était stratosphérique par rapport aux autres. Et donc, c'était que Ouais, le marché c'est était comme un jeu ultra. vidéo. C'est ça. Exactement. Exactement. Exactement le même parallèle. Et jusqu'à 2022, ça a été comme ça, et tu pouvais vraiment manger de partout. Moi, c'était sur le Fonda, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, le Fonda, c'est plutôt marché de l'attention, les revenus, tu vois. Alors qu'à exactement. l'époque, c'était vraiment Ethereum killer à fond, quoi. T'as Ouais, parlé Neo, c'était ça, hein, ouais, c'était exactement. l'Ethereum Ethereum chinois, gros. chinois. Donc, Ouais. Et c'est pour ça que j'avais all-in, hein. Ethereum chinois. Donc ah ouais. ouais. Non, et donc en fait, à l'époque, c'était beaucoup plus simple de trader avec l'analyse technique. Il n'y avait pas de macro, les gars. On se posait pas les questions, les rates, on savait même pas ce que c'était, on s'en battait les couilles. S'en Tu battait les voyais un couilles, complet. triangle, tu faisais un max long en x50 à 50K. Vas-y, let's go, tu faisais 5% en 5 minutes. C'était la yes life, qu'on se le dise. Ouais. Et en fait, donc voilà, je me suis fait comme ça. Au début, en gros, pendant 6 mois, on va dire de juillet à décembre 2017, j'ai fait que du trading d'altcoin. D'accord? J'avais pas les perps, etc. Je connaissais pas. Et sauf qu'en fait, les altcoins à l'époque, c'était beaucoup, 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 beaucoup manipulé. C'est-à-dire que ça allait dump pendant 300 jours. Et après, en Ouais. genre 2 semaines, ça allait prendre 800%. Et donc, en fait, je me suis vite rendu compte que je pouvais pas je pouvais pas trader, on va dire, de manière fiable sur ce marché et gagner de l'argent sur le long terme. Parce que c'était trop aléatoire. Tu avais un mec qui allait venir, il allait foutre un 800 BTC buy wall et il allait juste manipuler le marché et monter son Ouais, et mur tout le puis temps. et C'était le impossible. spoofing à l'époque, ça c'était Exactement. dingue. Full Alors, spoofing. petite précision pour les gens qui connaissent pas, moi j'ai commencé sur Kraken et très rapidement j'ai fait Bitrex, Poloniex et surtout Ah, Bitrex, tu vois. exactement. C'était les GOAT. Et Bitrex c'était spoofing land, c'est-à-dire je vous mets en situation. Aujourd'hui en fait,
quand vous achetez une crypto, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y en a plein, tu vois. Mais à Ouais. l'époque, en fait, il y avait tellement de cryptos de merde ultra liquides que potentiellement le carnet d'ordre à l'achat et à la vente, c'était un ou deux bonhommes. Et ils avaient des algos où ils appuyaient sur un bouton et ils vidaient le carnet. Donc en fait, tu pouvais avoir des variations de prix de 50% ou 100%, mais vraiment en l'espace de quelques dizaines de minutes. Et tu le voyais sur tous les gros actifs, sur le Dogecoin, sur le XRP, sur ce que tu veux. Donc en fait, tu te faisais laver, quoi. Tu te faisais Ouais. laver complet. Il fallait placer ses ordres à l'avance parce que si tu étais un petit peu la tête dans le guidon, tu te faisais forcément avoir parce qu'ils avaient les infos que tu n'avais pas. Non, c'était vraiment le Far West dans les order books. Il y avait pas de régulation, il y avait pas de monitoring des order books. Aujourd'hui, si tu fais du spoofing, Non. tu te fais défoncer. Genre, Binance et tout, ils checkent, ils ont des teams qui checkent exactement l'activité de l'exchange, ils bannent les users et tout. À l'époque, c'était YOLO, tu faisais ce que tu voulais. Et bref, donc ça, c'était la belle époque BitTrex, full altcoin et tout. Et donc voilà. Et donc après, c'est 6 mois où je me suis rendu compte que c'était la merde pour trader ces altcoins. Par hasard, sur Twitter, j'ai découvert BitMEX. Et en fait, c'est là où BitMEX a explosé avec les perps. Donc, c'est eux qui ont créé donc, les contrats dérivés qu'on connaît Ils étaient aujourd'hui. bien offshore aussi, donc les gens se Ouais, disaient, vas-y, le fisc, tout ça, Nicomouk, il y avait ça aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. exactement. Ouais. Et en plus, en gros, t'étais en inverse margin. C'est-à-dire que tu étais marginé en Bitcoin. Marginé en Bitcoin, ça veut dire que bah, ton Bitcoin était en ton collatéral. Tu n'avais pas d'USDT sur l'exchange. Tu tradais avec du Bitcoin. Quand tu prenais des profits, c'était en Mm. Bitcoin. Quand tu perdais de l'argent, c'était en Bitcoin. Donc, du coup, c'était vraiment YOLO, YOLO, YOLO. Et ensuite, attends, ce qui s'est passé, bah ouais, donc là, j'ai commencé vraiment à me dire, putain, mais il y a un potentiel de malade mental. Parce qu'en fait, parce que du coup, j'ai fait x30 sur Neo, tu sais, je t'ai dit. Sauf que vu que je tradais comme un pied plus what the fuck, La bah, grid, du ouais. coup, bah, voilà, j'ai round trip jusqu'à 3000 balles, tu vois. Donc, en gros, je suis monté, je sais Ouais, pas, à 50 000 et je suis redescendu à 3 4 000 balles, quoi. Un truc comme ça. ok. Full Ouais. round trip. Donc, on se J'ai rappelle. eu un vécu comme ça, mais rien à voir, pas la même stratégie, mais le même vécu. Vas-y, Ah continue, bah, frère. mais de toute façon, les gars, c'est littéralement la learning curve. C'est première fois, tu te fais laver 50% de ton truc, tu arrives, tu buys le top direct. Ensuite, ça fait peut-être un x10, tu es dedans, sauf que tu vends pas. Donc, du coup, ça retourne à ton break-even. Voilà, deuxième leçon. Ouais, Donc là, ouais. c'est Tu leçon 1, revends pas. leçon 2. Ah, mais ça, gros, c'est bon. Exactement. Et Ça tout le monte à monde a ça. l'infini. Ah ouais, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que bah, si tu as eu, et ça, c'est le cycle en fait, et si tu as eu un cycle d'avance sur les autres, bah forcément, tu roules sur la concurrence. Et c'est pareil, tu vois, les gens qui ont attendu la ad season, bah, je suis désolé, depuis un petit bout de temps, bah, si en fait, tu avais compris, vu comment ça se passait la ad season en 2021, bah, tu savais que après, ça allait être compliqué, tu vois, quand tu avais connu les autres cycles. Donc, ça, par exemple, c'était un truc aussi. Et tu vois, par exemple, les gens qui ont start en 2021, ils étaient en mode, bah là, en 2023, ils arrêtent pas de gueuler all season. Mais frère, en fait, la season, c'est ciao, c'était un cycle. Fallait apprendre, mais vu que c'était ton premier cycle, le mec pense que ça allait se refaire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, il y a plein de Mm, trucs après mm. autour et tout de la Ouais, season. On va parler et puis il y a plein de choses qui ont changé parce que tu n'avais pas la même réglementation. Donc, pas du tout. évidemment Pas que les tu as des mêmes gros taux. exchanges qui ont fait des wash trading de malades pour faire venir du retail. Aujourd'hui, ils peuvent plus le faire. C'est pas possible. Ah non, pas Ça du va se tout. passer sur des decks bizarres Ouais, où, voilà, on voit des petites dingueries de temps en temps, mais en fait, on la c'est des savoure narratifs. tellement c'est devenu rare, quoi. Ouais, exactement. Bah, genre là, les perp decks dont on va parler tout à l'heure, c'est des narrative season. Et ça, c'est ce que dont je parle tout le temps sur Twitter, c'est que la liquidité du marché, pardon, global est fragmentée. Il y a tellement de coins, il y a genre 50 coins qui se lancent par seconde. Donc c'est plus possible de faire pump tout le marché comme on a fait pump en 2021. Déjà de 1, c'est pas possible. Et aujourd'hui, du Mm. coup, il y a toujours des tokens localisés, tu vois, et des narratives qui vont péter, mais c'est très localisé parce qu'en fait, du coup, pour faire péter des x10, x5, x30, comme on a vu sur Aster ou les tokens DEX, PerpDEX, bah en fait, c'est parce que c'est vu qu'il n'y a que 5 ou 6 tokens, bah du coup, toute la liquidité est en mode PVP dans ces tokens et ça pump et comme on a vu avec les tokens IA, on a vu ça avec les tokens avec les mêmes coins, c'est toujours le même truc, c'est un narratif, de l'espoir, pas trop de bagholders, donc des nouveaux tokens en général, évidemment, genre WIF, par exemple, tu vois. Bon, Pepe, il avait quand même peut-être un peu des holders, mais c'était pas insane encore, tu vois. Et ça, c'est des tokens qui ont pété de fou parce qu'il y a eu plein d'espoir et parce que bah, il n'y avait pas de bagholder. Alors que tous les Ouais. tokens qui étaient full bagholder de 2021, ils n'ont pas pété. Voilà. Et puis tu vois, alors je sais pas si t'es très gamer toi, mais je vais faire une J'étais, petite ouais. métaphore.
Ouais, bien sûr. C'est comme Call of Duty en fait. Tu vois, Call of Duty, on a trop kiffé Code 4, le Zombie Code Ouais. 5, Modern Warfare 2 et tout. Et en fait, les gens, ils achètent Call of Duty tous les ans juste pour avoir la petite magie la première semaine et après, ils disent le jeu est à chier tout le temps. Et en fait, les Ok. narratifs en crypto, c'est ça. C'est que on est je sais pas combien d'OG à avoir vécu 2017-2021. Et dès qu'il y a un Ouais. narratif qui est un peu plus stylé, bah en fait, tout le monde y va. Et après. Bon, on se fait calmer par la réalité, c'est que la quasi-intégralité des trucs pue la merde. Alors là, quand même, il y a des trucs en DeFi. Les perpdex, c'est bien, parce qu'on sait que le perpdex, bah voilà, venir remplacer le sexe par un dex, ça fait depuis la création d'Ethereum que c'est un Ouais, qu'ils peuvent projet. le faire, ouais. Mais mis à part ça, en fait, mis à part l'extrêmement financier, le fait de faire travailler son argent, les trucs genre privacy, anti-censure, etc., les gens s'en battent les couilles. Ils s'en battent la C'est pas race. un vecteur de spéculation. Non, pas du tout. Ouais, malheureusement. Mais même des fois, la fonda, ça a beau être un truc de malade techniquement, les gens s'en branlent, tu vois. Genre, Ouais. tu vois, avec Aster, vraiment, l'exchange, en soi, bah, en vrai, il pue la merde. Il est Genre, je veux mid. dire, Il est voilà, mid, ouais. ouais. Donc, en gros, tu vois, par rapport à un HL, en vrai de vrai, t'as aucun intérêt à switch et aller sur Aster, par exemple. Il n'y a pas d'opportunité mirobolante sur Aster. Il n'y a pas, je veux dire, c'est le même truc en moins bien. Mais en fait, vu que le token est backé par une narrative qui est que bah, Hype a fait tellement une belle perf qu'il ne faut pas louper Aster, ça va faire pareil. Et en plus, il y a CZ avec ses 10 millions d'abonnés derrière qui boule tweet dessus. Bah forcément, il y a zéro bag holder parce que le token est tout neuf. Donc forcément, le truc explose, quoi, c'est sûr. Et bref. Mais voilà, donc de toute façon, ça va être. Là, les seuls trucs qu'il faut, c'est les narratifs. Et après, c'est dans les narratifs, il faut prendre ses profits et par contre, réussir à analyser ce qui va rester ou pas. D'accord. Parce que Ouais, il n'y a ce qui est de pas. Voilà, l'ordre de l'impossible presque, hein, qu'on se le dise. exactement, c'est vraiment ce qui va rester ou pas. Tous les mêmes coins, déjà, c'était sûr que ça allait pas rester ou alors vraiment faire un moins 95%. Voilà, c'était sûr à 1000% parce que les mêmes coins, dès qu'il n'y a plus d'attention, c'est terminado. Je veux dire, qui veut hold du PP dans son bac sur le long terme, ça a aucun putain de sens. Je suis désolé, mais voilà. Et les perpdex, ça a un sens parce que il y a une histoire dans le sens où bah, les tokens genre BNB, OKB, BGB, etc., c'est tous des BGB, tokens qui ont vraiment performé. Moi, c'est vraiment, ça fait genre, honnêtement, ça fait genre 3 ans que je suis bull sur les tokens d'exchange depuis le début parce que c'est les seuls qui restent à travers les cycles. Genre, à part FTX qui a fait de la merde, mais les exchanges, si ils sont legit, genre juste s'ils ont une bonne base de users, il y a quasiment aucune chance qu'ils soient irrelevant par la suite, tu vois, ou au moins ils vont rester genre 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et donc, en fait, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des nouveaux tokens, etc. Mais les gens, pour acheter les nouveaux tokens, ils vont forcément être obligés d'aller sur un exchange, tu vois. Donc là, bah, le token de l'exchange, bah, forcément, il est mis en avant. Donc, ça refait une boucle infinie de remise en avant dès qu'il y a un. Et donc, du coup, ça repump, tu vois. Et donc, le token exchange, c'est forcément le meilleur truc depuis le début. Genre, et c'est un truc que les gens utilisent un petit peu. Tu as des avantages, genre du cashback, VIP tiers, voilà, frais réduits, ouais, ce genre de choses. Launchpad surtout. Launchpad, exactement, qui est très rentable en plus. Moi, Ouais, j'avoue que j'ai sur le jamais cas fait, mais Binance, ouais. je sais que NF, tu vois, je pense que tu connais NF sur Twitter. Tout à fait. Bah lui, il farmait de fou les launchpads. En vrai, il a dû faire un petit peu de thunes, hein, je pense. Mais sur Binance, ça payait de fou parce que tu vois, on fait des blagues genre Elrond, enfin, c'est IGLD et tout, mais gros, ceux qui ont pu e-gold au début, qui ont Ouais. fait le run jusqu'au top à 450 ou Ah 500 oui, dollars, je sais plus, et abusé, qui ouais. ont pris des profits, ben, ils se sont gavés, laisse tomber. Le BNB, c'est Ouais. pareil, et en fait, il y en a plein des coins comme ça. Ouais. Parce que là, on parle d'Aster. Aster, c'est le rebranding d'APX, mais APX, il était dispo sur Binance Alpha, tu vois, et Ouais. tu pouvais le choper à 5 centimes. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Parce que j'ai vu des mecs justement qui avaient été airdrop et tout, etc., qui montaient leur view screen et tout. Je me dis, mais what the fuck, ça vient d'où ça? J'avais pas trop dig. Mm. Ouais. Mm. Et oui, NF, c'est bien celui qui a buy Aster à 2 dollars aussi, ouais. Enfin, il avait buy avant, mais il a rebuy à Il 2 a dollars. rajouté, ouais. Il a rajouté, Ouais. ouais. Ouais, Mais c'était tentant, c'était tentant. ouais. Mais ouais. De toute façon, en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que honnêtement, c'est quasiment impossible de savoir quand ça va s'arrêter ou pas, tu vois. Genre, tu peux Je peux pas savoir quand savoir. ça s'essouffle, tu vois. Par exemple, en vrai de vrai, au top d'Aster, si tu regardes genre le BUSD sur la blockchain Binance, sur la BSC, 1,10$. En gros, le Ouais. BUSD valait 1,10$. Ça veut dire à quel point les gens étaient en train de FOMO pour acheter du BUSD pour pouvoir in sur Aster. Et ça, en Mm. général, c'est un bon métrix de Ah, et puis FOMO, il tu y a, vois. y a une autre métrique, hein, on va pas se mentir, hein, excuse-moi, je te coupe, et Vas-y, vas-y. auquel je participe, on participe tous, c'est le retourne ta veste. C'est-à-dire, tu vois, les gens,
Hyperliquid, moi le premier, ouais, c'est pas décentralisé, il y a 5 Ouais, validateurs, c'est un multisig et tout, tu sais, c'est le vilain petit canard, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, tout ouais, le monde leur sort la bite, hop, ça scanne. Pump fun, ouais, vas-y, Joe ouais, mode, ils vont max extract, etc., ouais. etc. Et puis hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et Et là, après, hop tout le là. monde suce la bite à pump, hop, on a un top. Et là, c'est pareil avec Aster. Et en fait, tant que la veste, elle est pas retournée, pas possible. Par contre, Ouais. ça marche vraiment sur des plays, on va dire, ultra mainstream. Ouais, C'est pas un truc dont tu peux parler sur un vieux coin mid-cap, top oui. 400 avec quelques millions de valo. Non. Ouais, c'est vraiment l'attention cycle, genre, qui est important, ouais. Mais, parce que c'est comme, tu vois, quand ETH était monté à 4005 là sur, le 1er pump en 2021 sur la hype des NFT, bah, pareil, ça parlait de flippening et cetera. Tout le monde avait retourné sa veste en mode: «Putain, mais Ether, c'est mieux que BTC», bah, et Three Arrows Capital était en train de hard chill parce que du coup, Three Arrows Capital, le fonds qui a pété avant FTX à cause de Ouais. Luna, pour la petite histoire, c'était un fonds qui était maxi ETH, c'est-à-dire que eux, en gros, leur métriques globale du fonds, c'était d'avoir plus de TH. Et pareil, au début, c'était BTC, ils ont retourné leur veste aussi, mais bon, bref. Mais ouais, donc Très voilà. stylé cette petite émission. Putain, alors là, on va pouvoir enchaîner un petit peu. Bah ouais, on peut parler effectivement d'Aster un peu plus, d'Aventis, des perpdex, d'arbitrage, etc. Je suis très chaud. Oh. Juste précision pour ceux qui m'écouteront sur YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type d'émission. On reprend enfin les lives réguliers. Et ceux qui m'écoutent sur Twitch, bien entendu, bah abonnez-vous. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch sur YouTube et je vous envoie, tiens, le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch. Comme ça, voilà, on fait les choses correctement pour venir bien comme il faut. Tu voulais nous Parfait. montrer quelque chose, du coup. Tu as Bah, en fait, préparé un outil d'arbitrage. ouais, je vais vous expliquer un petit peu, parce que du coup, OK, c'est bien tout ça. Moi, en vrai de vrai, je suis plus en mode, en fait, alors, juste pour vous donner la manière dont je raisonne, c'est-à-dire que moi, bah, comme dit, je fais du trading, voilà, j'utilise beaucoup d'exchanges H24, d'accord? En moyenne, j'utilise 3 exchanges constamment parce que je me hedge des risques de un exchange, etc. Mais du coup, ce que je fais, c'est que en vrai de vrai, j'ai souvent la flemme de farmer. Le seul truc que j'ai un petit peu farmé, c'était Hyperliquid. Dieu merci. Mais du Ouais. coup, genre, tu vois, le reste, en général, je farme pas parce que, en vrai de vrai, Hyperliquid, avant, quand tu as un gros capital, c'est de la perte de temps de farmer. Genre, je suis désolé, mais tu vois, même Sauf pour si ça, tu même pour cibles proprement, mais ouais. ouais, ouais, à part si tu as vraiment. Mais après, pour faire des trucs propres et faire des trucs qui sont rentables, faut vraiment genre passer un temps de malade dessus. Et au final, genre le temps par rapport à l'espérance de gain, parce que tu es pas sûr de ce que tu vas avoir, à tout moment, les mecs t'airdrop 1% du supply, 0,5%, 10 ou 20. Bah en fait, voilà, tu sais pas trop. Donc quand tu as beaucoup de capital, c'est pas worth, je trouve, de farmer les airdrops. Ou alors si tu fais du passif vite fait, voilà. En tout cas, dans mon cas, c'était pas worth. Bref. Mais par contre, si je le farmerais, j'ai créé un tool pour ça, du coup, parce que voilà, comme toi, tu as créé la baleine, moi j'ai créé Sophisticated Traders, du coup, en 2017 aussi, mais plus accès trading. Nous, c'était vraiment que trading depuis tout ce temps. Et en fait, j'ai pas mal de gens sur le Discord bah, qui farment tous les airdrops, d'accord? Donc, j'ai créé un tool. Et en fait, comment fonctionne ce tool? C'est que aujourd'hui, vous avez plusieurs DEX à farmer, d'accord? C'est Lighter, ça va être Hyper Liquid, parce qu'Hyper Liquid, ils ont annoncé une saison, enfin, ils ont une saison 2, mais on ne sait pas trop exactement. Mais il se trouve, ils sont en train de le faire en back-end, les points. Je ne sais pas si tu as des infos sur ça d'ailleurs. Répète, pardon. Répète, Pour pardon. Excuse-moi. Hyper Liquid, du coup, l'airdrop saison 2, Ouais. c'est when? Enfin, on Ouais, a bah des j'ai infos. pas d'infos, mais je pense qu'en fait, ça tombera quand ça tombera, mais que là, limite, faut se concentrer sur Unit, tu vois, leur marché spot partenaire. Ouais. Ouais. Ok. Donc du coup, voilà, tu as Hyperliquid aussi à farmer. Et du coup, honnêtement, ça peut être intéressant de se hedge en farmant Aster. Parce que pour ceux qui, bah, si tu veux, Oui, on tout va à dire fait. des billes, si tu veux des billes en fait dans le marché, dans ce marché Perpdex, ça vaut le coup si tu es genre en mid, on va dire, si tu as moins de 100K, on va dire, ça vaut le coup de vraiment farmer ce airdrop, tu vois. Donc du coup, Aster aussi. Après, il y en a d'autres. Il y a Aventis par exemple. Il y en a plein. Lighter, Paradex, Voilà, il y en Extended. a plein partout, Paradex, etc. Mais donc, du coup, voilà, moi, je me suis concentré déjà dans un premier temps sur Hyperliquid et Aster, d'accord, qui sont les deux plus populaires aujourd'hui. Et donc, pour ça, en fait, il y a une strat pour farmer les deux. Parce qu'en fait, si tu fais vous avez déjà probablement entendu parler du delta neutral, tu vois. Delta neutral, pour résumer, c'est en gros, tu vas acheter spot, d'accord, tu vas acheter spot du BTC.
tu vas acheter 10 000 € de spot BTC et en fait, tu vas shorter 10 000 € de perp BTC, d'accord, en x1, ok. Et en fait, si le prix du spot il monte de 10%, bah, tu vas gagner 10% sur ton spot. Par contre, sur ton short, tu auras perdu 10%. Donc en fait, l'un dans l'autre, ils se remettent à zéro, ok. Tu perds pas et tu gagnes pas, d'accord. Mais Ça, tu as c'est un le risque de liquidation quand même. Ouais, alors il y a un risque de liquidation si le prix du BTC fait 100%. D'accord? En gros. Voilà, ça c'est le risque. Parce que du coup, ton spot, on n'est pas marginé du coup en BTC. Contrairement à, par exemple, si tu vas faire ça sur Bybit, tu peux acheter du Bitcoin et du coup ouvrir un short avec ton Bitcoin et par conséquent ne jamais être liquidé. Mais sur les perpdex, etc., à ma dernière nouvelle, tu peux pas le faire encore. Tu n'as pas de multi-margin. Bon, bref, mais là on s'en fiche, on parle des perpdex. Donc pour les perpdex, voilà, on va pas, parce qu'après il y a plein de techniques, le état neutral, il y a plein de trucs. Mais bon, là on va rester sur les perpdex, donc le cas qu'on veut étudier là maintenant. Donc je répète, on achète spot, on vend en perp, d'accord. Mais du coup, en faisant ça, vous allez farmer que un exchange, d'accord. Vous allez farmer que Hyperliquid par exemple, ou que, je sais pas, Lighter, que Paradex. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que quand vous faites du spot, vous êtes limité en termes de size. C'est-à-dire que il n'y a pas une liquidité qui est forcément folle. Alors sur Hyperliquid, ça va, mais il n'y a pas beaucoup de paires non plus. Donc vous êtes limité en termes de paires, en termes d'opportunités et en termes de liquidité tout simplement. Bref, donc pour pallier à ça, il y a un moyen, c'est de faire de l'arbitrage de delta neutral perp to perp. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas faire spot perp, vous allez faire perp perp. Et pour maximiser ça, du coup, ce que vous pouvez pas faire perp perp sur le même exchange, vous pouvez pas long et short sur enfin vous pouvez faire le long et short sur le même exchange, mais ça n'a aucun sens parce que du coup vous avez payé vous-même votre propre funding. Donc c'est complètement con. Donc pour déployer cette strat, on va prendre les deux du coup exchange qui nous intéressent, donc Hyperliquid et Aster. Et donc vous allez déposer 10 000 balles, 10 000 € sur Hyperliquid, 10 000 € sur Aster. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder du coup le funding rate le plus important, d'accord. Donc si par exemple il y a 10% de funding rate sur Hyperliquid, d'accord, donc ça veut dire que les longues payent 10% aux personnes en short. Si sur Aster, sur la même paire, d'accord, la même paire, donc on va dire on va trader BTC, d'accord, pour faire simple, on est sur BTC-USDT, on voit qu'il y a 10% de funding sur Hyperliquid. Sur Aster, on voit qu'il y a 100% de funding sur BTC aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, si tu short sur Aster 10 000 € et que tu long sur Hyperliquid 10 000 €, bah sur Hyperliquid, tu vas perdre 10% en funding et sur Aster, tu vas gagner du coup, tu vas gagner donc 100% La différence, de funding. ouais. Et donc en fait, tu vas gagner la différence, d'accord? Ça veut dire que tu vas gagner 90%, ok? Voilà, donc ça, c'est comme ça, en fait, en déployant une stratégie de ce style, tu vas pouvoir farmer et Hyperliquid et comment ça s'appelle Aster Aster et le funding. et le Ouais, et funding. croquer le Donc en funding. fait, tu maximises ton argent, tu maximises tes airdrops et en plus, du coup, c'est que parce pour moi, il y a un risque pour les gens qui font vraiment du data neutral pour farmer en fait, c'est qu'ils te nerfent un peu tes points parce qu'ils disent bah en fait c'est pas vraiment du trading que tu fais vu que tu te cover et tout. Ils pourraient très bien dire bah en fait tu fais du data neutral et ça ils peuvent le voir si tu fais de l'intra exchange en fait. Tu vois, c'est facile à voir. Et donc Ouais. voilà, le but comme ça quand tu fais ça du pair to pair, ils peuvent pas savoir que tu es en train de faire des autres. Enfin, techniquement, ils pourraient le savoir, mais il faudrait qu'ils fassent une analyse on-chain poussée. Enfin, ils vont jamais. En pratique, c'est Ouais. infaisable, quoi. Et donc, voilà, pour moi, si je farmerais les airdrops, c'est comme ça que je le ferais. Et donc, pour faciliter le travail, du coup, à mes abonnés sur Twitter, etc., et sur mon Discord, j'ai créé, du coup, un algo. Je vais vous montrer vite fait. Attends, alors, elle est sur mes pages. T'as un bouton share screen. Ah, si, merde. Attends, je cherche juste ma page. Hop, voilà. Alors, share screen. Alors, c'est pas compliqué, hein, c'est un truc très simple. Et là, je vais mettre. Vas-y, entire screen. On est où? On est là. Ok. C'est good ou pas? J'ai juste Ah, il à faut que tu la ajouter mettes. moi. Ouais. Voilà. Ok. Merde, attendez, c'est bon, parfait. On voit. Attends, j'envoie Ah, juste t'es sous 21/9 prime là. Hein? T'es sous écran large 21/9. Ouais, c'est un peu chiant ça. Pour tout ce qui est record vidéo et tout, ça me saoule. À chaque fois, c'est le même problème. Ouais. Bref. Donc, du coup, je vous montre très vite fait. Donc, en gros, sur le compte Sophisticated Traders, du coup, qui est le compte du Discord, en gros, j'ai créé un algo qui va vous donner une fois. Alors là, je l'ai déployé il y a 2 heures.
Donc j'ai pas eu le temps, il y a eu un bug et en fait là il est en train de push toutes les heures. Parce que en gros sur le Discord, je push toutes les heures, ok. Comme ça on a un, tu vois, il y a un channel. Alors attends, hop, on a un channel funding arbitrage et là en gros on va mettre toutes les heures en fait. C'est comme ça c'est plus rapide si tu veux genre changer, etc. C'est plus simple. Donc là tu vois par exemple sur Aster, Aster du coup il y a 265% d'APY sur attends, il y a 265% d'APY sur Aster. Donc ça veut dire que si tu short Aster, tu gagnes 265% de funding rate. Sur HL, il y a 45%. Donc en fait, si tu fais un long HL maintenant et tu fais un short Aster, tu touches 265% d'APR. Alors à nuancer après, je vais vous expliquer pourquoi, mais là je vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est très simple. Ça c'est toutes les heures du coup, ça c'est publié toutes les heures, ok. Et ensuite, sinon sur le Twitter, c'est publié une fois par jour le matin à 9h. Comme ça, tu peux rebalancer ton portefeuille tous les matins à 9h. En regardant ça, d'accord. Et là, vous voyez, ils viennent d'ajouter Hype, et donc c'est à 22% actuellement. Je pensais que ça serait plus élevé vu que là, ça vient d'être listé, mais à voir. Voilà. Et donc c'est très simple d'utilisation. J'ai eu pas mal de demandes déjà pour intégrer Lighter et ce genre de trucs aussi. Ouais. Voilà. Je t'ai envoyé un lien sympa en DM Ouais, d'ailleurs, de d'un de mes collègues qui fait un outil. GHZ. Ouais. Ouais, exactement, j'avais vu, ouais. J'avais vu son site, et qui est très bien d'ailleurs. Et du coup, voilà. Donc, comme ça poste régulièrement. Voilà. Après, j'ai pas. Parce qu'au tout début, genre il y a 6 mois, j'avais automatisé le process. C'est bon, tu peux me drop si tu veux. Attends, Ouais, je t'enlève l'écran. Top. Attends, j'ai perdu ma page, du coup, je sais plus où je t'ai mis. Ouais, je t'ai mis là. C'est bon, nickel. Bref. Et donc, en gros, ce tool light permet de voir voilà, tous les jours ou toutes les heures les meilleurs arbitrages de funding entre Aster et Hyperliquid. Du coup, je tiens à préciser que dans le delta neutral, ça vous permet d'être risk-free, mais et quand vous allez rentrer en position, il faut que vous rentriez en même temps sur HL et sur Aster. D'accord. C'est-à-dire que si tu long, il faut faire la même chose que si le prix bouge entre-temps, c'est du prix que tu vas perdre, entre guillemets. D'accord. Et après, il y a des dynamiques qui sont beaucoup plus compliquées, avec le spread, avec plein de choses, où en vrai de vrai, vous allez quand même perdre un petit peu parce que quand vous allez rentrer, Parce il y qu'il y a aura le un peu spread plus déjà, de ouais. stage. Il y a des Il y a le frais et tout. Ouais. spread. Exactement. Donc en fait, il y a les frais, il y a plein de trucs. Donc en fait, la réalité de la réalité, c'est que vous allez probablement faire, si le funding rate est genre plus que genre 15%, on va dire, ou 20%, vous allez faire de l'argent sur votre USDT si vous le faites correctement. Mais en vrai, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. D'accord. Pareil, c'est par exemple, là, tu as 200% d'APY sur Aster et Hype. Enfin, sur la différence du coup de funding rate. Donc, vous pouvez arbitrer ça avec 220%. Mais en vrai de vrai, ça va peut-être durer genre 3 jours ou 4 jours. Ou 1 jour ou 2 jours. Donc, en fait, vous n'allez jamais toucher 220%, qu'on soit bien d'accord. Mais en vrai de vrai, ça vous permet quand même de vachement optimiser votre farming d'USDT en vrai. Et ça vous permet d'optimiser vos points. Parce que le but en vrai, si vous faites du volume, autant le faire de manière sécure. Et en plus de potentiellement rentabiliser vos stablecoins par la même occasion. Tu vois. Donc je pense que c'est quand même assez free à Mais faire. c'est Quand il y a pas à la portée de tout le monde, par contre. Non, faut se poser dessus quand même. Ouais. Et aussi, dernier petit truc. Alors, j'ai fait un tweet, du coup, regardez dans mon feed, j'ai fait un tweet qui explique, on va dire, point par point, comment faire cette stratégie, d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que soit vous mettez, moi, je vous conseille de faire du x2, donc vous mettez 10 000 euros, vous mettez 20 000 euros du coup en long, 20 000 euros en short sur celui qui est le plus intéressant, d'accord. Et en fait, vous mettez un stop loss à 30%, comme ça, il n'y a aucun risque que vous soyez liquidé. Et genre à 25%, vous changez vos positions, c'est-à-dire que vous fermez toutes vos positions et vous les remettez, vous re-rentrez soit dans la même paire si c'est elle qui est la meilleure, ou alors vous changez de paire. Et en fait, dans l'idéal, s'il n'y a pas eu de mouvement de prix, bah, vous faites ça tous les 3-4 jours pour faire du volume. D'accord. Après, c'est à vous de maximiser le volume. Si vous voulez faire plus de volume, bah, vous allez le faire tous les jours, une fois par jour, après avoir touché genre 3 fundings, parce que le funding, c'est toutes les 8 heures en général. Ou alors, vous allez le faire tous les 4 jours si vous voulez plus gagner de l'argent avec la PY sur les stablecoins pour payer moins de frais, etc. Ça, c'est à vous de décider. Mais voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et le stop loss, il sert juste en cas, imaginons que vous dormez et que vous n'avez pas le temps de rebalancer. Bah là, en fait, comme ça, bah, quand vous revenez le matin, ça a sorti vos positions. Vous avez perdu un petit peu, c'était moins optimal, on va dire. Mais vous n'avez pas été liquidé parce que liquidation, tu as des frais supplémentaires et en plus, ça fait du slippage dégueu, tu as une mauvaise exécution, etc. J'espère que c'est assez clair. Regarder WhatsApp. Ouais, c'est pas assez. Faut être dedans. Hein. Franchement, faut être dedans. Il faut suivre un peu, mais c'est une bonne opportunité si vous voulez farmer, je trouve,
Je trouve que c'est une bonne opportunité, genre. Et moi, j'ai vraiment le seum, c'est qu'à l'époque, en début 2024, je voulais faire sur HL. Parce qu'en gros, j'ai des partenariats avec BitMEX vu que je travaille chez eux. J'ai des frais ultra réduits en mode proche de zéro. Et en fait, je voulais faire un arbitrage BitMEX hyper liquide mais en full algorithmique en fait. Et j'ai commencé, j'ai fait toute la structure et tout le squelette et tout. Et en fait, j'ai eu la flemme. J'avais d'autres projets perso qui étaient en train de décoller à ce moment-là. J'ai laissé tomber et une des plus grosses erreurs de ma life, genre. Parce que là, j'aurais farmé des points, mais t'as même pas idée du délire, genre. Bref, petit regret Et perso. du coup, tu privilégies quelle plateforme, toi, pour faire du trading au quotidien, que ce soit centralisé et décentralisé, et pourquoi? Alors, très bonne question. Et justement, ça va être un peu le pour et contre du DEX versus le SEX, à mon avis. Parce qu'en gros, pour moi, donc comme je vous l'ai dit au début de l'interview, si vous n'étiez pas là, je fais principalement du scalping. Donc, c'est-à-dire que je vais souvent rentrer comme un gros cochon en market sur des mouvements de prix très rapides. Et donc, par conséquent, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être la liquidité et surtout la latence. D'accord. Et en fait, ça, c'est c'est les deux principaux problèmes des DEX en général. Donc, tu n'as pas forcément la liquidité, mais la latence. Et en fait, la liquidité est directement liée à la latence parce que le problème, c'est que quand les mecs, ils n'ont pas le temps de renflouer un order book qui vient de se vider, parce qu'en fait, le truc, c'est que l'order book se vide et ensuite, après, les mecs qui font du market making, bah, avant l'exchange va leur dire en gros, bah voilà, là, leur order book est vidé. Sauf que vu que tu as de la latence, bah du coup, avant qu'ils puissent renvoyer de la liquidité, bah il y a quand même un petit laps de temps quand le mec vide l'order book, tu vois. Alors qu'un sexe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et après, c'est comme dans des jeux vidéo, tu vois. Si tu joues sur 30 millisecondes de ping ou 300 ou 400 millisecondes de ping, ça n'a C'est pas le rien même à jeu, voir. ouais, Et quand tu ouais. fais du Puis surtout à scalping, 400 millions, tu te fais défoncer et à mais 30, bien sûr. tu tiens, Et, quoi. et en scalping, c'est un gros problème. Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas farmé hyper liquide à l'époque. C'est parce que, alors peut-être c'est un petit peu amélioré aujourd'hui, mais même pas forcément de fou. C'est que pour un scalper, faire des ordres market avec MySize sur du court terme, etc. Et ben en fait, c'est EV-, c'est-à-dire que l'espérance de gain est négative parce que ça m'arrive trop souvent de market une week. Et en fait, bah, la week, en gros, le temps que je in sur le screen, je vois que je sais pas, Bitcoin il est à 100 000, je market et en fait, bah, le moment où mon ordre passe, en fait, Bitcoin est à 100 200. Sauf qu'en fait, $200 sur du scalping, sur du 1 ou 2%, c'est énorme, tu vois. Bah, Et, ouais. en fait, bah, ça te baisse ton espérance de gain. Donc moi, dans mon cas, c'est le gros problème des DEX, c'est qu'en fait, il y a trop de latence par rapport à un sexe et la liquidité, du coup, se fait sentir parce que HL, ça va, mais les autres sexes, les autres DEX, pardon, les sexes, etc., c'est bon. Mais du coup, c'est galère. Voilà, c'est galère pour un scalper, c'est galère. Je pense que c'est bien si tu fais du swing. Si tu fais du swing, tu places des limites, c'est cool. Mais aussi, il y a un peu un truc, c'est que sur les DEX, tu as des frais déguisés. Parce que, donc, ils vont te dire, genre Paradex par exemple, ils vont te dire, bon, on a zéro frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais. Mais en fait, quand tu regardes leurs order book hors Bitcoin, par exemple, ou hors Ether, bah en fait, tu remarques qu'il y a un spread de bâtard. C'est-à-dire que Ouais. tu vas avoir, par exemple, sur Sol, tu vas avoir genre 2 bips de spread, 20 bips de spread, tu vois. Donc, attends, 20 ou 2, attends, je sais plus. Donc, tu as 0, non, pas 20, tu auras 2 bips de spread. Attends, 2 bips, c'est quoi? C'est 1 centième, je sais plus. Bon, bref, on va dire que tu auras 0,0, j'ai un doute là comme ça. Tu auras 0,02% de spread en moyenne, tu vois. Ce qui est au final les frais maker sur BitGet, en gros. Sauf que Ouais. la réalité, c'est que tu as ce spread-là, déjà qui est pas terrible. C'est-à-dire que sur BitGet, tu vas avoir un spread de 0,01 voire 0,005, tu vois. Donc 4 fois inférieur à celui de Paradex. Et ensuite, tu vas également avoir plus de liquidité autour du spread. C'est-à-dire que autour du spread, là par exemple sur Paradex, alors j'ai pas les chiffres là maintenant, mais on va dire que tu vas aller dans cette tranche de 0,02% de spread à 0,05 de spread. Donc tu vas avoir genre que 20 000 de liquidité. Donc c'est-à-dire que si tu marketes plus de 20 000 balles, bah, en fait tu vas taper le double de frais. Parce que le spread c'est du frais en soi. D'accord. Bon, c'est un peu technique, je suis désolé les gars. Je suis désolé, je suis désolé les frères. T'inquiète. Si vous voulez discuter de ça plus amplement, n'hésitez pas à venir sur
Sophisticated Traders, on parle de ça quotidiennement. Mais en C'est quoi, gros, c'est un voilà. Discord, ça? Ouais, c'est Pour Discord, venir du en coup. discuter. Ouais, que Exactement. je Mais mettrai du du coup coup, en. voilà, si ça vous intéresse, faire des trucs un peu deep, c'est the place to be. Mais bref, voilà, donc je disais, c'est ça qui est un problème chez les DEX, c'est ça. Et les utilisateurs lambda s'en rendent pas vraiment compte parce que, bah, en vrai, tu t'en fiches, tu vois. Ce qui marche pour un retail, c'est tu leur dis il y a zéro frais, mais en fait, c'est pas vrai, tu vois. Il y a pas zéro frais. C'est juste que, enfin, c'est vrai, il y a zéro frais, mais vu que tu as un spread, en fait, c'est frais déguisés. Et tu vois, les rois qui font ça, c'est bien évidemment eToro, c'est bien évidemment Robinhood, ce genre d'app retail. Ils font ça à fond, tu vois. Ouais, ils le font tous en vrai. Exactement. Le spread, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Surtout que, vous voyez, sur tous les sites, vous avez souvent une fonction acheter avec un carnet d'ordre propre, mais quand vous avez des interfaces simplifiées d'achat ou de conversion ou autre, il y a toujours un spread. Et en fait, les gens, ils calculent pas, mais c'est toujours un peu plus que les frais annoncés. Et voilà, donc il faut faire gaffe à ça. Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est la prochaine étude que je fais sur mon compte Twitter. Dès que j'aurai un peu de temps, je vais faire une étude justement sur les spreads des top 3 paires d'ex versus les top 3 sex, tu vois. Pour vraiment poser les points sur les i. Et voilà. Et après, je parle même pas du coup, par exemple, si tu regardes sur Paradex, je prends Paradex, parce que j'ai étudié un peu le DOS sur cet exchange. Et du coup, sur Paradex, bah, des fois, comme je dis, tu as un mec qui market, et en fait, ton spread, même ton spread le plus petit, il devient de 0,05% pendant genre 2 secondes. Donc, si tu n'as pas de chance et que tu as envoyé ton ordre à ce moment-là, bah, tes frais, ils font fois 3 un trade classique. Genre. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu mon take sur les sex versus les dex. C'est vraiment que tu as une grosse différence en termes de latence. Et après, voilà, c'est comme tout dans la vie, tu peux pas tout avoir. C'est que tu peux pas être décentralisé. Malheureusement, quand tu es vraiment décentralisé, ou au moins tu essayes de l'être, avec voilà, de la blockchain, des validateurs, etc., tu as forcément de la latence qui se met par rapport à des serveurs qui calculent tout de manière centralisée. C'est comme ça, tu as de l'électricité en plus, tu as des raccords en plus, tu as de l'infra en plus. Et voilà, c'est comme ça. Mais après, c'est au profit de pouvoir avoir pas de KYC, que ce soit frictionless en termes de régulation, etc. Mais voilà, c'est un jeu. Voilà, Bah, chacun du va coup, trouver ce qu'il veut. donne du coup deux noms de plateformes centralisées, deux noms de plateformes décentralisées. À chaud, comme Voilà, ça. bah honnêtement, BitGet, Bybit, voilà, en Ok. centralisé. Et décentralisé, bah, Hyperliquid numéro 1, 100%. Et après, en deuxième, j'avoue que j'ai pas trop d'avis pour le moment. Aster, j'ai start un petit peu dessus en faisant mes trucs là dont je vous disais, mais vite fait pour tester un petit peu. Paradex, j'ai regardé, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de liquidité. Donc, je pourrais pas mettre de top 2 pour le moment. J'ai pas assez dig. Ok. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Enfin, bref, voilà, c'était un peu le. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, vous l'aurez compris, attention au spread, qui est un frais caché, pas dans le but forcément de vous niquer, mais des fois, c'est juste, il Non, n'y a pas la liquidité, il n'y a pas la liquidité, quoi. C'est tout, hein. exactement. C'est ça. Voilà. Des conseils pour éviter de se brûler les ailes en trading. Alors, très bonne question. Alors, un conseil déjà de 1, je pense que il faut vraiment comme je l'ai dit au début, pareil, il faut vraiment courir un marathon et pas un sprint. C'est-à-dire que le but, c'est de faire grossir ton capital et chaque petit profit est une victoire. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui joignent en mode, bah, vas-y, je vais devenir millionnaire en 5 minutes. Parce que la réalité, c'est que on appelle ça une echo chamber, c'est-à-dire que, ou pas une echo chamber, pardon, dans ce cas-là, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire que le biais du survivant, c'est que tu as 100 mecs qui vont acheter des mêmes coins, ok. Tu fais une simulation. Tu as 100 mecs qui vont acheter des mêmes coins et tu en as genre un sur les 100 qui va vraiment faire 1 million d'euros. D'accord. Qui va vraiment faire un x100 et ça va être un run. Le truc, c'est que sur les réseaux, ce mec-là, il va être tellement content, il va avoir envie de le partager à tout le monde. Donc, il va dire à tout le monde sur Twitter, putain, regardez mon PNL, j'ai fait x100, je suis un malade mental. Là, il met son gros screen 1 million de dollars. Et donc, tous les gens, tous les autres mecs, les 99 autres mecs, ils se disent, mais wow, c'est une dinguerie, je comprends pas pourquoi ça marche pas et tout, ça a l'air trop facile, etc. Et en fait, là maintenant, on prend 300 mecs, d'accord. Donc, sur les 300 mecs, il y en a 3 qui ont fait ça. Ok, il y en a 3 qui ont fait x100. Et donc, tu vas voir d'autres mecs sur Twitter qui vont dire, oh putain, moi j'ai fait x100 si. Donc en fait, les 297 autres personnes, ils vont croire qu'ils ont miss out et qu'ils sont nuls et que tout le monde réussit. Mais en fait, c'est juste parce que les mecs qui ont gagné,
ils ont une voix qui porte tellement plus parce que les réseaux, les algorithmes des réseaux, parce que tu vas toujours faire le mec quand tu as une victoire, alors quand tu as une défaite, tu vas fermer ta gueule et juste tu veux pas que les autres le sachent. Et donc, par conséquent, bah, ça alimente encore plus le feu et les gens pensent que tout le monde fait des résultats de malades mentaux. Mais c'est pas vrai. Donc, en fait, il faut se cleanse de ce mental de se dire ça et vraiment voir ça comme un marathon et de ne pas te comparer versus les gens sur Internet. D'accord? Après, évidemment, ça reste toujours bien de se comparer, voilà, de se dire, De ok, là, j'ai s'inspirer, mieux ouais. réussi. Tu vois, ça peut te booster aussi. Mais je veux dire, il faut pas se matrixer et FOMO des épisodes de marché. Par exemple, si tu as loupé Aster, vraiment, je prends l'exemple, tu as loupé Aster, tu dois pas te dire comment est-ce que je vais make it, tu vois, en all-inant Aster comme, tu vois, par exemple, NF qui augmente sa size à 2%. Ça, c'est du FOMO, tu vois. Honnêtement, c'est genre, tout le monde se À 2 gave, tout le dollars, monde ouais. a envie de go. C'est du FOMO. Genre, il n'y a aucune rationnelle derrière ce move. Alors, désolé, NF, je prends ça, mais ça pourrait être n'importe qui. Hein, juste que là, j'ai l'exemple. Mais en fait, il faut vraiment pas, voilà, FOMO, ça c'est vraiment le truc numéro un, c'est il faut pas FOMO. Et en gros, il y a toujours en crypto, si vous avez cette vision de faire un marathon, il y aura toujours un moment. Il suffit de un moment en crypto, les gars. Vraiment, des opportunités d'être millionnaire, il y en a tous les 6 mois en crypto. Tous les 6 mois, il y a un truc. Il y avait la DeFi Summer, les NFT Solana, les meme coins, l'IA, bref, les perp DEX, Ouais, mais là, tu es en train de leur mettre l'eau à la bouche. Mais, mais, mais c'est tous les X mois, d'accord? D'accord, je vous mets l'eau à la bouche, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste que ça, juste à être alerte sur le marché et à suivre les tendances, à suivre Twitter, etc. En fait, il y a un moment, les planètes vont s'aligner et vous serez au bon endroit au bon moment pour attraper cette opportunité. Et le problème, c'est que si vous vous êtes brûlé avant dans des opportunités qui n'en étaient pas, bah en fait, bah vous ne serez vous avez pas plus de capital. disponible à prendre celle Mm. qui se présentera à vous. Et c'est pour ça, il faut toujours, voilà, en fait, en gros, il faut toujours garder la tête hors de l'eau et ne jamais couler. Et juste un moment, il y aura je sais pas, il y aura un truc un radeau qui va passer devant vous par hasard et vous allez Ouais. pouvoir vous agripper. Et au fur et à mesure de faire ça, vous allez compound votre argent. Et voilà. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire ça. Faut pas FOMO. Alors moi, Et ouais, vas-y. j'ai plusieurs trucs à rajouter. Allez, Alors déjà, il faut savoir que monsieur n'est pas en France, il est à l'île Maurice. exactement. Donc déjà, il n'a pas aussi toute la complexité de s'emmerder peut-être sur les déclarations fiscales et tout, alors qu'en France, si vous commencez à faire achat-vente, 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 à la fin, il va falloir passer à la caisse et ça devient un vrai bourbier. Ouais, très chiant. Ça, Ouais. c'est une première chose importante. La deuxième, il va falloir que je m'en souvienne. Si, voilà, je l'ai. Ça va. Solide. Méfiez-vous de tous les épisodes dans ce marché qui vont vous bloquer vos liquidités. Que ce soit le staking. Je vois des gens découvrir Ouais, quotidiennement que quand tu appuies sur un stake, tu n'as pas accès à tes fonds instantanément. ouais. Ça met plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Gaffe au staking. Voilà. Méfiez-vous. Je sais, les rendements peuvent être très appétissants, mais vous pouvez vous retrouver bloqué. Les ICO, pre-sale et compagnie, où on vous dit, voilà, bah, le jeton, dès qu'il sort, va falloir attendre un an, sauf que potentiellement, le jeton, il va pas sortir avant 2 ans, 3 ans, machin. Ouais. Donc ça, c'est de l'argent, tu le vois pas de sitôt. Si le jeton sort, parce que potentiellement il va jamais sortir, ils vont partir avec la caisse, ou alors il va être listé, ça va partir à zéro. Je vous parle en connaissance de cause, j'ai eu des petites surprises à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Donc moi je vous le dis, hein, les dérivés, faut savoir faire. Moi je sais pas trop faire, tu vois. Spot is king. Vous pouvez faire de l'argent en spot. Voilà. Vous pouvez faire de l'argent en spot, vous n'avez pas besoin de partir dans des leviers de fou, des pré-sales, des staking, des trucs de dingue. Il y a des choses à faire dans les airdrops si vous avez la vision. Si vous allez sur les mêmes airdrops que tout le monde, vous n'allez rien becter. Voilà, qu'on se le dise aussi. Il faut avoir la vision. Et donc, quand il parle d'opportunités tous les 6 mois, alors tout à fait. Mais justement, il y a un problème qu'on peut tous avoir, c'est que tu démarres ta 1000 balles, vas-y, tu prends des risques, tu fais partie des X% pour qui ça réussit, tu te retrouves avec 10 000 balles. Et en fait, tu as envie de réenvoyer 5 000 balles et de toujours aller, comme un levier en fait, de réenvoyer des grosses quichetas tout le temps. Ouais. Et vous risquez de vendre en fait. Et limite, vaut mieux apprendre, comme dans la vraie vie, à continuer d'y aller mollo sur les dépenses et toujours avoir de l'argent de côté parce que sinon vous allez le rendre au marché sponier. Et là-dessus, je vous le dis en connaissance de cause, moi j'ai fait, ça a été top, hein. 2021, j'ai eu du Solana, des Ethers, des machins, j'ai fait un multiplicateur d'enculé.
Mais ce qui s'est passé après avec Crash Luna, l'écosystème Cosmos qui s'est pété la gueule, plein de machins, j'en ai rendu énormément au marché et je suis encore en train de le digérer parce que, comment dire, j'avais juste en fait à garder un bout en stable et pas le toucher et je l'ai pas fait en fait. Parce que j'ai voulu aller rajouter un 0 de plus sur mon portfolio et voilà. Ouais. Donc faites gaffe à ça. Exactement. Et tu vois, par exemple, sur Aster, je suis persuadé qu'il y a des mecs qui avaient fait genre x5 sur leur bet de base et là qui sont en négatif alors que le token est toujours ultra élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gros risque, c'est il y en a plein qui se disent oh bah j'ai gagné 5000 balles. Genre les mecs ils font x5, ils ont mis 1000 balles, ils gagnent 5000. Et du coup, ils se disent putain, mais c'est une dinguerie. Du coup, au lieu de mettre, ils vont add plus que leur somme de base, ils vont remettre 5000, tu vois, se faire une position à 10 000. Sauf qu'en fait, après, le moindre dump, ça va leur faire perdre plus que genre ce Ah, qu'ils ont c'est gagné ça. en fait. Ils Et vont, ils ça, vont en fait, se faire enculer. Ouais, de compound à la hausse, ça peut être smart, mais il faut le faire de manière intelligente, tu vois. Et par exemple, sur une parabole, c'est pas possible de le faire de manière intelligemment, les gars. C'est pas possible. Et ce qu'il faut, c'est que si vous gagnez beaucoup de thunes, vous faites un gros coup à un moment, vous sortez cet argent du marché, quoi qu'il arrive. Parce que le gros problème, c'est que vous allez buy, ok. vous vous Un des trucs sentez que je toujours obligé de remettre les billes. Ouais, ça, c'est un truc. Exactement. Toujours remettre les billes. Les gens se sentent toujours obligés de remettre les billes. Moi, le premier, ça m'est arrivé plein de fois à l'époque. Et du coup, j'ai trouvé une strat infaillible pour ça quand j'ai commencé à perfer sur BitMEX. C'est que du coup, je faisais un Bitcoin. En gros, je startais avec un Bitcoin mon compte. D'accord. Je montais à 2 Bitcoins. Je vendais un Bitcoin et je repartais avec un Bitcoin à chaque fois. D'accord. Et je faisais Ouais. tout le temps comme ça. Je virais le Bitcoin de BitMEX. Je le mettais sur Kraken. J'y touchais plus. D'accord. Et après, bah, du coup, je le gardais en Bitcoin, je le faisais compound, on va dire. Des fois, je sortais de la thune, je vendais un peu de Bitcoin pour vivre, pour kiffer. Mais je ne touchais plus à ce Bitcoin, c'est-à-dire que je n'allais pas le réinvestir dans des altcoins, etc. Tu vois. Et l'USDT, c'est pareil, vous devriez le sortir et le garder en spare pour quand il y aura un crash de marché ou quand il y aura une bonne opportunité. Exactement, Voilà, une bonne opportunité. Et en fait, exactement. les opportunités, vous les aurez après vous êtes fait essorer potentiellement. C'est-à-dire que, voilà, en bull market, les pré-sales, les machins, tout le monde y va. Et en fait, c'est pas là. C'est vraiment quand tout le monde a été essoré parce que justement, ils attendaient le prochain leg up, la prochaine alt season, etc., qu'il y a des opportunités. Vous avez juste à regarder historiquement, par exemple, Solana, Avalanche, les ICO, vous aviez des valos qui étaient ridicules, qu'on se le Ouais, dise. exactement. Donc Ouais, voilà, faites gaffe à pas rendre au ouais. marché. Pas rendre au marché, exactement. Et gaffe aux réseaux sociaux. Alors c'est un truc, vous l'entendez tout le temps. Moi, ça m'a jamais trop atteint ça, mais maintenant plus du tout. Tu vois, genre là, on a eu WLFI, le jeton de Trump. Ouais. On a Asterdex. T'as des comptes qui ont, v'là les followers, hein, mais qui sont suivis de malades, on sait pas comment, Mm, qui te dit Asterdex 10 dollars ou mm. Asterdex 20 dollars ou Ah oui, mais ça, ouais, WLFI 1 dollar. bien sûr. Et qui t'explique que c'est imminent, c'est d'ici la fin d'année et tout. Et en fait, ça vous bouffe le cerveau. Parce que vous voyez le compte, il est suivi, il a de l'interaction et tout. Donc en fait, vous vous dites, le gars, il a une voix qui porte. Donc il faut y aller, c'est maintenant, c'est l'opportunité, elle est là. Et Mm. ça, c'est un cauchemar. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, que ça ira pas à 10 dollars. Je vous dis juste que c'est beaucoup de bruit et que risquera très probablement de vous niquer la gueule. Voilà. Exactement, ouais. Mm. Ethereum, 10 000 dollars programmés. Ouais. Yes. Mais ouais, non, il faut faire très attention. Ouais. Comment on te suit, Tisma, du coup? Comment on me suit? Bah, sur Twitter, je pense que c'est le mieux. Ouais, Twitter, Tisma Tisma Capital. Capital. Tisma Très Capital, bien. guys. Et après, bah, si vous voulez passer sur le Discord, on parle vraiment trading avec plein d'OG qui sont là, pareil, depuis 8 ans. C'est une communauté assez vieille, on va dire, parce que j'ai jamais vraiment fait de. J'ai jamais trop chill le Discord, tu vois, ça a toujours été un peu niche. Ouais, Donc, je mais vois on est ça. quand même 4500, mais c'est vraiment beaucoup d'OG en fait. Donc en vrai, il y a pas mal de Ok. connaissances, pas mal de traders. Voilà, et on est axé vraiment trading. Et après, il y a des mecs qui font du DGN, de l'airdrop et tout, mais on va dire que c'est plutôt trading quand même. Donc voilà, n'hésitez pas Que- les gars à se faire big up. Et j'ai vu dans le chat aussi, il y a quelqu'un qui est de Maurice, parce que j'ai dit j'habite à Maurice, donc 0x Camille, même si ton pseudo me fait un peu peur, vas-y, tu peux me DM et on se boit un verre à Anaïta, si tu veux. Voilà. Comment tu identifies les opportunités type bêta play, narratif, etc., toi? Ah oui, donc en gros, ouais, sur Twitter, j'ai pas mal parlé de Aventis. Donc Aventis qui a un perp dex aussi. Il y avait Aevo, d'accord? Aevo qui a launch juste avant Hyperliquid. D'ailleurs, big up à Boubou parce qu'il a essayé de me reprendre en mode non, non, ça a launch. Enfin, c'était après. J'étais en mode, non, bon, bref, Aevo, c'est eux les pionniers.
Et en fait, à Evo, pour mettre Co, etc. dessus, j'ai vu en littéralement 2 secondes que ça avait pas du tout le calibre d'hyper liquide. C'est pour ça que j'ai même pas farmé une demi-seconde le Dex. Le site était pourri, il y avait encore plus de latence, ça laguait, c'était de la merde. Aujourd'hui, c'est mieux, honnêtement. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que les beta plays, c'est quoi? C'est que il faut savoir que les perp Dex, les decks comme ça sont pas très capitalisés. Et c'est des tokens qui sont encore récents. Donc, il n'y a pas beaucoup de bag holders. En plus, c'est des mecs qui ont eu l'airdrop souvent. Donc, tu sais, c'est des mecs, bah, ils se disent, bah, ils ont vendu déjà une partie au drop. D'accord? Au TGE, ils ont vendu une partie de leur airdrop. Donc, en fait, là, ils sont en mode, bah, je free roll avec ce qui me reste, je le garde et il n'y a pas trop de pression vendeuse. Et donc, en fait, ça c'est un peu le combo. C'est que ces nouveaux tokens, pas trop de pression vendeuse. Et en fait, bah, c'est des DEX qui ont genre 100 millions de market cap, 200 millions de market cap. Et donc, en fait, c'est ultra facile à pumper. Donc, en gros, quand tu as un Aster qui fait je sais pas, 5 milliards en l'espace de 3 jours, forcément, il y a de la liquidité qui se déverse. Puis, il y a pas mal de mecs qui rotate, du coup, qui ont cette vision. Donc, ils vont rotate leur Aster qui a fait x5 bah, dans des beta plays, justement, comme quand on a eu la alt season en 2021. Tu avais Bitcoin qui a rotate du coup dans les altcoins parce qu'il y a des mecs qui ont fait x10. Moi, j'appelle ça le wealth effect. C'est-à-dire que vu que les gens deviennent riches, bah, ils sont beaucoup plus à même de lâcher de l'argent dans d'autres trucs, tu vois. C'est comme si tu as genre 10 000 balles qui te tombent dessus. C'est plus facile d'aller acheter un iPhone 17 Pro Max à Apple Store que si tu n'avais jamais rien gagné, tu vois. Voilà, Ouais, en gros, tout à fait. si je voulais donner une ref. Mais donc, du coup, parce que vous êtes pro Android sur cette chaîne, non? Non, 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 pas Ah, du tout. ok, Moi, j'ai l'iPhone, hein, il est là, hein. ok, Il est ça là. marche, ça marche. C'est bon, validé. Mais du coup, voilà, en gros, c'est le wealth effect. Et en fait, c'est ce que tu vas voir dans plein d'écosystèmes. C'est-à-dire que quand Solana a méga pump, bah, en fait, c'est là que les mêmes coins ont commencé à pump aussi, tu vois. Parce qu'en fait, les mecs de Solana, ils ont fait plein de thunes. Et du coup, bah, ça leur coûte rien de foutre des thunes dans des mêmes coins. Parce qu'en fait, bah, ils en ont déjà fait genre x20. Donc, ils s'en fichent. Et en fait, c'est Mm. pareil. Donc, du coup, les mecs ont déjà fait x10 en Aster, x50, x100, x1000. Donc en fait, bah, ils se disent, bah, c'est pas grave, je vais mettre genre 5-10 asters dans des beta plays, sauf que bah, au fur et à mesure, bah, les beta plays, ils prennent de la valeur. Et vu qu'ils ont 100 millions de market cap, bah, ils grappillent un peu de valeur sur Aster. Et en fait, c'est Ouais. là que tu identifies la fin des rotations, les essoufflements. C'est en fait quand tu vois que, par exemple, les beta plays sont décorrélés complètement, sont inversement corrélés aux alphas, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, Aster pump et que les beta plays dump, ou inversement Aster dump et les beta play pump, c'est qu'en fait, bah, du coup, il y a une rotation qui se fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Ouais, suffisamment de ouais. liquidité que ça devient du PVP en fait. Ça, c'est un indice qui dit que c'est un essoufflement de tendance dans une narrative. Tu vois, en plus des métriques dont on a parlé avant. Et donc voilà, donc Ouais, ok. voilà, c'est comme ça que Je- j'identifie beta play. Alors, quand on parle de TGE, on parle de sortie de jetons. Et pour donner un petit peu de matière par rapport à ce que tu dis, quand tu joues ce bêta play, tu le fais ultra short terme. C'est-à-dire, tu vois le truc péter, tu cherches le bêta play, tu prends ton Ouais. trade et tu te barres. Tu cherches pas à bagolder long Ah terme. non, ouais. Genre pour vous donner, moi mes trades, ils ont genre Aventis, je les hold genre un jour et demi en spot. Il a fait genre il a pris 100% pendant la nuit, enfin pendant un jour et demi que je l'avais, il a pris 100%. Et ensuite, bah là je me suis dit, ok, Aster il est chaud patate, il était quasiment à 1,7 $, etc. Il était encore un peu en train de pump. Je me suis dit, je prends full profit, je dump tout. Et maintenant je fais que du perp. C'est-à-dire que maintenant je vais articuler le truc en perp. Pourquoi? Parce que sur le spot, tu as souvent genre 3 à 4 fois plus de frais que sur du perp. Et vu que je sais que je vais jongler, faire plein de positions et scalper ça, parce que moi, ma phobie, c'est que je sais pertinemment que ces tokens, en général, ils prennent 100%, mais derrière, ils vont en perdre 30 ou 40% dans les jours qui suivent, tu vois. Ouais, dans les heures Et en même. gros, Ouais. je ne veux pas du tout me faire prendre des culottés et rendre mes profits au marché, c'est ma hantise, d'accord? Donc en gros, à ce moment-là, je TP full, je réinvestis zéro dans le marché. Quitte à gagner moins d'argent, je m'en fous, tu as déjà fait un x2 en un jour et demi sur de la size, tu es très content. Et ensuite, je trade le reste en perp. C'est-à-dire que je vais in, je vais prendre 4%, je vais out, je vais attendre un nouveau spot où je vais pouvoir gérer mon risque en petit time frame. Je vais re-in, je vais re-rider, donc ça va être moins optimal. C'est-à-dire que si par exemple le token pump encore de genre 30%, moi avec ma strat, moins les frais et tout, je vais prendre que genre 20% ou 15%. Par contre, si ça se pète la gueule, c'est sans moi quoi. C'est genre moi je suis safe Ouais. et ciao, tu vois. Donc en fait, Ouais, c'est mais tu beaucoup vois, plus loin. Aventis,
Alors, Ouais, je te prends sur ce sujet-là. ouais. Autant des fois, tu as des bêta play, le truc, il a fondu, 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 et puis tu peux rentrer en mode optimisé. Mais Aventis, il avait fait que pumper, et tu as quand même eu les couilles de continuer de rentrer après Aster. Tu t'en bats Ouais, les alors couilles que ça avait pumpé avant? je vais te montrer, je vais te montrer. Je peux share screen de Spi? Attends, Ouais, attends, carrément. vas-y, Ça part. c'est On est bon? bon. Là, vous voyez là? Bon, moi, je suis un terroriste, j'ai tout en blanc, hein, je vous le dis. Bref, en gros, Aventis, qu'est-ce qui s'est passé? On va mettre la charte d'Aster à côté, comme ça, je peux vous montrer un petit peu, ça va être intéressant. Alors attends, on va faire un On double. nous demandait Hop. d'ailleurs setup de trading. Bah voilà, lui, il a fait le choix d'avoir un écran très large. Comme ça, en fait, au lieu de galérer avec plusieurs écrans, il a tout sur un écran en face des yeux. Il a Ouais, je ça. mets tout sur un, ouais, exactement. Alors attends, Aster, c'est qui l'avait listé en premier? Bybit, ils sont où? Ils sont late. Parce qu'en gros, je regardais la. Ok, qui sont listés Ouais, quand? c'est même un 32 neuvième que t'as, toi. C'est pas un 21 neuvième, c'est un 32 neuvième que Non, t'as en c'est un écran, non? 34, je crois. Oui, mais je parle pas 34 pouces, je te parle du ratio, si c'est 21 neuvième ou 32 neuvième, tu sais pas? Ah, je sais pas, j'avoue, je sais pas. Je sais que c'est un Ok, 34 pouces. C'est un ok. Iyama, un truc chinois, 120 Hz. Mm. Alors, du coup, ici, moi, je suis entré en 2 fois. Donc, je vous rappelais d'un truc, je vous ai dit, tu vois, au début du live, on a parlé de 2017 et de la facilité. Pardon, ma chaise, elle tombe là, j'ai un problème de piste. J'avais parlé d'analyse technique en 2017 qui marchait ultra bien. D'accord? Ouais. En fait, pourquoi ça marche ultra bien? C'est parce qu'il n'y a pas d'acteurs sophistiqués sur le marché. Et donc, en fait, il n'y a que des retail voilà, random dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une grosse similitude avec les tokens, justement, des perp DEX. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que les perp DEX sont des infrastructures qui sont complètement différentes des sexes, en fait, et bah, il y a un nombre incalculable d'acteurs sophistiqués. Donc, je parle bien évidemment de gros fonds, je parle de traders algorithmiques, etc., qui ne peuvent pas en fait déployer leurs algorithmes sur les DEX. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ensuite, de deux, vu que c'est des nouveaux tokens, ils n'ont pas, les data nécessaires pour backtester en Ah, fait ils leur sont pas stratégie. ready, ouais. Ils sont pas Ils sont ready. pas prêts en fait. Ah, c'est pour ça que les terrains de jeu sur les listings sont souvent. Exactement. Exactement. Et Ah, donc en fait, trop les terrains stylé. de jeu, ouais, les terrains de jeu sur les DEX sont encore un peu à l'époque de Bitcoin à 2017, tu vois. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'acteurs sophistiqués parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure, il n'y a pas la liquidité forcément, c'est obscur. Le DEX, tu sais pas s'il va péter dans 1 ou 2 jours ou 3 jours, tu sais pas, ils ont fait de la merde avec sa contrat. Donc les mecs qui sont chauds, ils y vont pas, c'est pas worth pour eux. Et donc, on retrouve le price action vraiment analyse technique de base sur ces tokens. Et donc, Aventis, du coup, voilà, ne déroge pas à la règle. Donc, il y a quoi? Un triangle basique de continuation de tendance. D'accord? Alors, je te coupe. Là, tu étais en 30 minutes. Des fois, ça peut se passer sur une échelle de temps différente, j'imagine. Oui, en fait, ça va. Et je vais te montrer plusieurs exemples. C'est-à-dire que là, c'est en 1 heure. OK? Donc là, déjà, on est sur le setup parfait. Donc, Aventis, du coup, qui a launch bon, sur un sexe le 10 septembre, tu vois. Base, ouais. Aventis, qui est une Mm. plateforme où je peux t'assurer qu'il n'y a quasiment aucun mec sophistiqué dessus, vu la gueule de la plateforme. Donc, c'est vraiment un token. Il y a pas de bagholder, il n'y a rien. Ça a été airdrop. Il n'y a personne qui traite vraiment ce token. C'est pas ultra liquide sur les plateformes d'échange traditionnelles. Parce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs tradis, parce que pour avoir parlé avec pas mal d'hedge funds, pour avoir développé des strats et tout, quand tu développes une strat algorithmique, en général, tu te focuses sur des secteurs ou tu te focuses sur un certain nombre de coins ou avec des critères de liquidité, etc. Et donc, je peux vous assurer qu'une grosse partie de ces tokens n'ont pas du tout les critères pour faire du trading optimal, on va dire, pour ces acteurs-là. Et donc, voilà. Donc là, Aventis, triangle. Donc en fait, je suis rentré dans un premier temps, je suis rentré là, sur le dump ici. Je suis rentré sur la MA parce que, en gros, j'avais la flemme d'attendre là parce qu'en gros, c'était, si on regarde la chart, du coup, c'est en 1 heure les deux, d'accord? Il y a Aster qui avait pété fort là. Déjà ici, il y avait beaucoup de buzz, hein, on se rend pas compte, mais Aster, du coup, la chart, elle était comme ça. Elle part de 10 centimes, un truc comme ça. Là, c'est le listing du coup BitGet, donc voilà. Mais donc en fait, ici, à 0,70, elle avait déjà eu beaucoup de buzz sur Twitter. Les early, ils étaient déjà rentrés là, il y avait déjà eu beaucoup de buzz sur mon feed. Donc c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'était à ce moment-là, tu vois. Et donc moi, je me suis dit, putain, là, à ce moment-là, j'avais vu le buzz sur Twitter, je me suis dit, bah, je suis late. Genre, c'est trop tard, tu vois, il y a trop de buzz sur Twitter, etc. En fait, j'étais pas du tout late, mon feed était ultra early. Mais non, je me suis dit, bah, je vais jouer les bêta play. Donc j'ai regardé un petit peu les différents perps, Dex, et du coup, j'ai vu que Aventis
Bah, en fait, c'était un DEX sur Base. Et en plus, Base, Ouais. si vous savez, bah, Base ont annoncé un Coinbase airdrop. Ventures sont investis dessus en plus. Il y a ça exactement, il y a Base Venture. Et en plus, ils ont annoncé un airdrop. Donc, en plus du perp DEX, il y a la narrative de l'airdrop. Donc, ça, Mmh. c'est big de fou, genre. Donc, je me suis dit, OK, là, j'ai choisi Aventis. Je vais buy. En plus, il y avait sur BitGet en spot, parfait. Donc, je buy une première fois là. Et là, bah, en fait, quand je vois le break, je double size comme un porc pour averager ici. Et en fait, du coup, j'ai averagé avec une grosse size là, ok. Et donc, en fait, bah là, c'est pareil. Je me dis, bah, il y a une hype de baiser sur Aster. Il n'y a pas un monde où on fait un fake out, tu vois. Ça va être un bêta play de folie. Là, il n'y avait quasiment pas de market cap. Ça devait être du 100 millions. Je sais plus exactement. J'avais pas trop regardé à ce moment-là, mais je savais que c'était que dalle. Donc là, grosse size. Et là, bah, c'est juste je ride, tu vois. Tant que Aster, il ride, pour moi, je n'avais pas vraiment de raison de close. Et en fait, bah, à partir du moment où on a pris genre 100%, donc en gros, j'avais mon average qui était là. Et donc, à partir de là, on est parti en cacahuète ici. En plus, Aster, tu vois, à ce moment-là, c'était là où vraiment où je me Mais suis dit, juste, tu as dû le dire, mais tu es rentré en spot ou tu es rentré en je suis en dérivé du spot. coup, Aster? Là, je suis rentré en Spot, OK. spot. En premier lieu, je suis rentré en spot. D'accord. Parce que c'est un truc que je me suis dit, je vais hold. Mon but de base, c'était de hold parce que, en fait, vu que j'avais du hype, c'était pour me hedger de mon hype. Parce que je savais que si les perp dex allaient péter, je savais que le hype allait se péter la gueule. Et ça, c'est mon erreur aussi, c'est que j'aurais dû carrément me hedge en dollars sur hype, parce que je suis quand même pas mal de hype. Je voulais me hedge sur hype. Et en fait, je me suis pas hedgé sur hype, mais en contrepartie, j'ai long les perp dex justement pour me hedger. Donc en fait, c'est là où quand tu commences à avoir beaucoup de capital, tu penses pas vraiment à faire du profit, tu penses plutôt à être défensif et à te dire bah, comment est-ce que je vais conserver la valeur de mon capital, tu vois. Et donc en fait, d'acheter du spot d'Aventis, ça s'inscrivait dans la démarche de protéger mon capital parce que forcément hype se fait attaquer et donc va perdre en valeur sur le court terme. Donc j'ai acheté spot pour cette raison, ok. Sauf que vu qu'on a pris 100% en quelques jours, là je me suis dit en court time frame aussi, je voyais que ça commençait à s'essouffler. Là je me suis dit je me barre. J'ai pris 100% Comment tu sens l'essoufflement? voilà, alors l'essoufflement, c'est pas compliqué. Comme dit, sur le main play, Aster, du coup, qui est le main qui lead toute la marche, Mmh. euh, il est en train de top. Genre pour moi, on était en train de s'essouffler. Il y a tout Ouais, Twitter là, qui était c'était en train trop, de là. bloat. J'ai vu Ben du coup du Crypto Daily, bon que j'aime bien, mais juste que j'ai vu que Ben qui est pas du tout trader en mode je vends, je prends ma retraite à 2 dollars, qui était en train d'insulter limite les gens qui n'avaient pas acheté du Aster. Donc en gros, honnêtement, les mecs, j'ai rien contre les retail ou quoi, mais les mecs qui sont vraiment genre full, qui sont dans la crypto, mais vraiment full retail sur le trading, bah quand ils commencent à insulter les autres et à se la péter, bah ça veut dire que c'est que on arrive sur un essoufflement de tendance qui est fort, tu vois. Et ça, ce genre de réaction comme ça, c'est un truc qui me met la puce à l'oreille. Et en plus, du coup, bah, il y avait le BUSD à 1,10$ sur la blockchain Binance. Ça, c'est abusé. Enfin, c'est un DPEG. Les DPEG comme ça annonce quasi systématiquement un top. Genre, dès qu'il y a un break de marché comme ça, voilà. Donc, j'avais ces signaux-là. Et du coup, bah, je vois l'expansion aussi qui était énorme. Et après, en termes de scalping, j'ai des algorithmes. Tu vois, par exemple, là, ça, c'est mes algorithmes qui me disent que à 90% de chance, on va atteindre ce niveau-là dans les genre là c'est un 12 heures. Donc dans les 24-36 heures, on va forcément arriver sur ce niveau-là à 90% de chance de réussite. En gros, c'est des algos que j'ai codés il y a longtemps sur mes strats, c'est des probas et en gros bah voilà, je trade avec ça. Donc là, je savais que à ce moment-là, c'est qu'on allait revisiter cette trend dans les 24 à 36 heures max, Putain, tu c'est une vois. folie. Donc en gros, avec Mmh. tout ça, je savais que bah, en termes de spot, j'étais plus dans un endroit qui était en termes de probabilité intéressant. Donc je me barre Mmh. du spot, ok. Et là, mon but, j'ai deux buts. Merde, pardon. J'ai deux buts. C'est un. Oh, je chie. Attends, pardon. Je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Voilà. En gros, mon goal, il est double. C'est-à-dire que un, je veux rester edgé pour tanker la chute de hype, d'accord. Et de deux, bah maintenant, j'ai plus trop envie d'être en spot parce que bah, je pense que le plus gros du move a été fait, en tout cas sur le court terme. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais attendre qu'on vienne chercher, du coup, ça s'appelle des breakers, j'appelle ça des breakers. J'attends qu'on vienne chercher ces breakers-là pour revenir en spot. C'est-à-dire que soit tu le prends en termes de stratégie, soit tu le prends de manière agressive en short et tu targetes les breakers
Mais le problème, c'est que dans des cas de grosses paraboles complètement débiles, tu saches pas trop où placer ton stop loss. Du coup, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que c'est plus intéressant de long les breakers. Bon, je vais pas vous faire un cours, parce que ça pourrait prendre 1000 ans, mais en gros, c'est plus intéressant en tendance haussière forte de long les breakers que de shorter et de jouer la contre-tendance. Bref. Ouais, Donc là, je shorter, me dis, c'est souvent touchy en vrai, hein. On fantasme beaucoup sur le short, mais c'est pas forcément évident, hein. ouais, exactement, c'est pas et c'est EV-, on appelle ça, c'est-à-dire que l'espérance de gain est pas forcément la plus positive. Et donc là, je vais vous montrer, du coup, parce que j'ai posté tout en live sur Twitter, ce trade-là. Voilà, j'ai fait tout le suivi. Donc là, voilà, là, j'ai expliqué comment j'allais trader ce setup. Donc là, en gros, pour faire simple, bon, là, je peux enlever Aster parce que du coup, il ne nous sert plus à rien parce que je voulais vous montrer le top Aventis Aster. Donc du coup, ici, je vais mettre en 5 minutes pour qu'on puisse zoomer parce qu'en fait, le but, c'est de voir la tendance globale de l'asset et ensuite, tu zoomes à l'intérieur pour voir quels sont les points structurels importants. Et là, du coup, c'était à ce moment-là, on était à 1,86 littéralement pico de bottom ici. En fait, ce trade, c'était celui que j'ai mis sur Twitter, c'était ce trade-là. Voilà, c'était ce trade-là. Voilà, 1,85. Attends, non, j'avais mis 1,86 et j'avais mis un stop là. En gros, c'était ça. En gros, j'ai annoncé ce trade-là sur Twitter et en fait, il y a deux manières de le reprendre. Parce que là, mon but, du coup, c'était d'attendre qu'on purge du coup mes breakers qui sont là, ok, enfin du coup qui sont je vais pas expliquer pourquoi il y en a là maintenant, etc. Si ça vous intéresse, on se trouve sur le Discord, Sophisticated Traders, mais bref, là en gros à ce moment-là, ici il y a deux moyens de re-rentrer en position, d'accord, parce que mon but, comme je te l'ai dit, c'est de rester exposé, mais cette fois de gérer mon risque et de pas juste dire bah j'ai du spot et j'attends de voir, tu vois, parce que ça c'est le meilleur moyen de se prendre une grosse candle et de perdre tout son profit que tu as fait sur la montée. D'accord. Donc, du coup, là, tu as deux moyens de prendre ce trade. C'est soit tu rentres de manière agressive ici, d'accord, en faisant un double bottom classique parce que tu as purgé, parce que tu es revenu sur une zone intéressante en daily. Soit tu attends un break 5 minutes, du coup, et un retournement de structure 15 minutes. Et un retournement de structure, c'est quoi? C'est genre, là, tu fais un haut. D'accord, un bas pardon qui est plus haut que celui-là. Tu vois là, tu as le haut qui est le bas qui est ici et ce haut là, ce bas pardon, excuse-moi, ce bas là, il est plus haut que ce bas ici. Donc du coup, on a un début de nouvelle tendance haussière qui est créée en 5 minutes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de long le retest ici. Et moi, ce que j'ai fait, donc j'ai full long le retest là et j'ai TP du coup sur le retest ATH ici. Et après, bah là, je me suis dit, j'ai capturé le gros du move. Et bah après, je vais retrouver un point d'entrée dans une autre configuration. Et en gros, c'est comme ça que je joue ce genre de mouvement. Et là, je le joue en perp parce qu'en spot, ça m'arrive, tu vois, par exemple en perp, je pourrais très bien, bah, si par exemple on revient là, je pourrais très bien me faire stop loss ici. Et du coup, si ça refait un beau truc, bah, je vais re-rentrer. Tu vois, donc en fait, ça m'arrive des fois de me prendre genre 3 SL d'affilée. Mais vu que c'est des SL où je suis quasiment break-even sans gain ni perte, juste les fees, bah en fait, ça me revient pas trop cher. Et au final, ça permet bah, au bout d'un moment, ça va partir. C'est comme quand je parlais au début, on disait il faut garder la tête au-dessus de l'eau. Bah, quand tu fais du scalping, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, le but, c'est de jamais être à déculotter. C'est-à-dire que t'es jamais, Ouais. tu te prends jamais un gros revers comme ce qu'on a pris aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, bah, avec ma stratégie, bah, jamais tu te serais pris cette bougie, tu vois, la bougie sur Bitcoin. Bah, si tu avais ton stop loss, bah, tu aurais évité toute la perte. Et en gros, bah, moi, je préfère largement genre, me prendre un stop loss ici, ensuite essayer de relong là, mais de reprendre un stop loss là, tu vois, que bah en fait d'avoir long ici, me pas mettre mes stop loss et du coup bah là j'ai une perte de Ouais. ça, tu vois. Tu vois. Bah c'est Ok. ça mes strats. Et en dérivé, là, tu mets un levier combien, par exemple, sur Aventis juste avant? Bah du coup le levier c'est vraiment en fait ça veut rien dire dans le sens où le levier ça te permet de dégager des fonds pour autre chose. C'est-à-dire que par exemple, je peux très bien avoir imaginons que j'ai un capital un un capital de 100 000 € dédié aux crypto. Bah en fait, si par exemple je fais genre 70 000 €, je me fais du farming à côté sur du delta neutral par exemple. Du coup, j'ai que 30 000 € de disponibles. Et ben en fait, le levier, il va me servir à dégager des fonds. C'est-à-dire que par exemple, bah, je pense qu'il y a une opportunité de malade mental et que j'ai envie de long pour 100 000 balles de Bitcoin. D'accord. Parce qu'en fait, mes autres fonds, ils sont pas disponibles. Ils sont bloqués dans du delta neutral. Et ben en fait, le levier, en mettant levier x3, x33, va me permettre du coup d'avoir une size complète à 100 000. OK. Et donc, par conséquent, bah, en fait, je fais une meilleure utilisation de mon capital parce que ça me permet de farmer mon delta neutral à côté, donc de gagner du rendement. Et en plus, du coup, bah, d'avoir une size complète en Bitcoin.
À condition, bien sûr, que je gère mon risque, c'est-à-dire que je ne me mette pas en danger si le prix descend de 3%, tu vois, parce que là, j'ai pris 33%. C'est énorme comme levier. Mais tu as compris, c'était ça l'idée. C'est que ça permet de dégager le truc. Donc, en fait, moi, je suis en soi sur le BitGet, je suis en levier x100, mais en levier x100, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, je vais prendre genre une position à 50 000 balles, mais en fait, derrière, j'ai genre 300 000 euros sur BitGet, tu vois, en gros. Donc, en fait, je suis à un levier 6. Tu vois, si je devais sur mon levier, enfin, si j'avais 300 000 euros de capital, bah, en gros, si je longue 50 000, sur mon capital total, j'ai que dalle de. J'ai du zéro. Enfin, Ouais, je capte. Enfin, t'as je capte capté? à peu près dans l'idée, mais c'est vrai que c'est assez abstrait pour moi, Voilà. en Mais en en gros, ce que je veux réalité. dire par là, c'est que le levier, c'est un outil. Parce que souvent sur Twitter, on diabolise à mort le levier en mode bah, le levier, c'est vraiment n'importe quoi, etc. Le Mais en fait, le casino, ouais. levier, ça te permet juste d'avoir on te prête de l'argent. Après, à Mmh. toi de bien le gérer. Mais donc, si je devais prendre un exemple concret de l'époque où je me suis fait quand j'avais 2000 euros sur BitMEX, etc., j'étais en levier 25. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous mes setups que je prenais, ils allaient, donc j'ajustais mon levier aussi, mais par exemple, si j'ai un setup, là on va prendre un beau setup qu'il y a eu par exemple sur Aventis, que j'ai pas pris parce qu'il y avait le live, j'avais pas envie d'être en position en live parce qu'après je suis moins attentif, etc. Là on a un textbook, je vous ai dit, l'analyse technique marche super bien sur les tokens d'exchange parce qu'il n'y a pas de mec sophistiqué dessus. Là on a un textbook bear flag. Donc tu vois, un bear flag il va partir comme ça. Et en gros, le bear flag il va TP comme ça, on va dire, plus ou moins. C'est-à-dire que le TP normalement il est là, vous voyez, ça a été front run un tout petit peu. Mais donc là, ça, c'est un pattern baissier classique. Voilà. Donc là, tu fais quoi? Tu short ici. Hop, tu short le break. Tu remets, si tu veux être safe, tu mets là au cas où il y a des mèches. Mais en réalité, il n'y a pas trop de mèches quand c'est des marchés liquides et rapides comme ça. Et tu TP, voilà, comme ça. Donc ça, c'est un trade classique que tu vas prendre qui est extrêmement simple à prendre. Là, les gars, c'est de l'argent. Là, il y a du free money à trader en ce moment. C'est pour ça qu'au limite, il vaut mieux trader que quand c'est des conditions comme ça. Et après, le marché redevient un peu dur. Tu trades plus, tu attends une opportunité. Bref. Mais du coup, je voulais dire quoi par ça? C'est que bah là, en fait, c'est pas compliqué. Tu as 10 000 euros de capital, ok? C'est tout ton argent. Tu sais que tu es bon, enfin, tu sais que tu peux faire un peu de trading et tout. Tu as 10 000 euros, ok? Et bah, tu vas te dire, ok, là, mon stop loss est à 3%. Donc, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que sur mes 10 000 euros, j'allais diviser par 3 mes sommes. J'allais mettre 3 000, 3 000, 3 000 par trade, on va dire. Comme ça, bah, si dans le pire des cas, parce que vu que je fais du levier un peu élevé, si je me fais liquider une fois, ce qui est très peu probable, bah, j'ai encore 2 cartouches pour vraiment garder la même size. Parce que le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans trop des détails, mais en fait, en termes d'espérance de gain, si tu as genre 5 000, 5 000 et que tu te fais liquider une fois et qu'après tu perds une fois, bah, en fait, il te restera plus que genre 4 000 de size. Et en fait, bah, si tu n'as plus que 4 000 de size, si tu regagnes de l'argent, ok, bah, en fait, à montant égal, tu vas gagner moins que si tu n'avais pas été liquidé, etc. Parce que tu peux pas mettre la size optimale, tu vois. Et donc, j'ai pallié à ce problème en divisant mon portefeuille en 3. Donc, 3 000, 3 000, 3 000. Et en fait, bah, après, je fais du haut levier. Donc là, par exemple, j'aurais typiquement pris du levier 10. Tu vois, comme ça, je perds 30% max par trade. Et à l'époque, moi, j'étais en levier 5 x50, x25, pardon, ou x50. Et bah, je mettais 30% de perte. Donc, si par exemple, bah, je voulais prendre un x50, un x25, j'allais prendre un stop loss à x0,8. Tu vois, j'allais faire ça, tu vois. Alors là, ça marche pas trop parce que du coup, il y a trop de volatilité dans ce market. Donc là, tu vois, je pouvais pas stopper à 0,8, ce qui était mon stop de base quand j'étais en 0,20, en 25, en levier 25. Je faisais des trades comme ça, tu vois, en gros. Et là, bah, il faut que tu adaptes ton levier en fonction de ton trade. Parce que du coup, tu vas fixer la valeur dont tu veux perdre par trade et après, en fonction de ça, tu vas adapter ton levier. Donc, par exemple, Ouais, cas je vois. concret. Je suis désolé de vous. C'est même pour Non, moi, non, c'est pas évident je de, tu vois, comprends pas tout, mais j'écoute, tu vois, il y a pas de en fait, souci, c'est gros, pas continue. évident d'expliquer en stream en 5 minutes un process qui prend genre des heures à apprendre, tu vois. Mais voilà, en gros, c'est tu vas adapter ton levier en fonction de ton risque, De ton ESL. de ta perte acceptée. Et en fait, ta perte Mmh. acceptée, elle doit être la même sur chaque trade. Voilà, Mmh. pour faire simple. Et après, ton Mmh. levier t'adapte. Si ça, c'est si tu as tout ton. Mais ça, ça dépend. Si tu trades avec tout ton capital ou est-ce que tu as un patrimoine derrière, etc. C'est pas la même logique. Voilà. Ça marche, En gros. Voilà. ça marche. Bah, Ça écoute, débute. c'est une belle émission. Je pense qu'on va couper là pour la rediff pour que ça fasse un truc propre sur YouTube. On aura Ouais, l'occasion tranquille, d'en faire des c'est machins. parfait. Même moi, je Je te commence à remercie, fatiguer hein. là.
Avec Je te plaisir. remercie. En tout cas, franchement, t'expliques bien, gros. C'est juste, c'est pas évident. Donc, à un moment donné, tu peux pas faire de magie, qu'on se Ouais. le dise. Pour le mot de la fin, court terme, tu vois le marché comment là? Court terme, comment je le vois? Alors, On est le 22 honnêtement, septembre pour ceux qui nous écoutent. ouais, 22 septembre. Alors honnêtement, donc BTC, alors je vais juste parler vite fait du marché global. Donc il y a Or qui est en ATH, donc qui témoigne d'une weakness sur le marché en général, donc pas un gros trust dans les monnaies fiduciaires. Il y a également du coup tous les indices qui sont en ATH aussi, donc S&P 500, et cetera. Le BTC, il lag de fou derrière. Vraiment, c'est un peu décevant, on va pas Ouais. se mentir. Alors honnêtement, pour le moment, moi, on est sur la dernière ligne de front. Si on drop sous les 111 000, etc., honnêtement, et qu'on clôture, donc quand je dis parce que il y a genre faire une Ouais, mèche tu et peux genre vraiment mêcher, ouais. clôturer, etc. Donc si on clôture en 4 heures, 12 heures, sous ce spot là des 112 500, honnêtement, moi, ma target en moyen terme, ça va être du 95 000. Ok. Parce que si je regarde en weekly, c'est la logique. Voilà, la logique voudrait, bah, tu vois, j'avais dessiné un squiggle comme ça. Une logique, du coup, là, tu vois, on faiblit, on a break les trends daily, elles ont été break. Tu vois, là, on est pareil, on est en train de faire un. Donc là, on a fait notre plus haut qui a rebondi, donc bien, tu vois, qui a turn notre résistance en support après. Honnêtement, je pense que si là, on break ici, je pense qu'on va avoir un peu une descente comme ça et on va, sur le moyen terme, rechercher ce spot-là. D'accord? Ce qui ne sera Ok. pas baissier. Je pense que sur le long terme, sur Bitcoin, on va rester haussier. On va pas faire de bear market comme on nous dit, tu vois. On va pas repartir en bear market de 2 ans. Je pense que juste que la volatilité va drop un petit peu sur Bitcoin en général parce qu'on est un marché qui est beaucoup plus mature aujourd'hui. Mais je pense que la zone de 95 000 est une zone de recharge sur le moyen terme. Donc, je suis bullish long terme, mais je pense que sur le court terme, c'est pas très bullish si on tient pas cette zone. D'accord? Mais si on tient cette zone, il y a un monde où on accélère. Parce que tu vois, ça le ferait très bien en mode on accélérerait. Donc c'est vraiment cette zone-là. On est sur le dernier rempart pour moi. Si on drop sub 112 000 et qu'on clôture dessous, je me hedge, je short. Et Clôture daily? ouais, clôture 12 heures, je short. Ok, Et là, pour le moment, carrément. pour le moment, on est encore sur du long. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre en trading. Le trading, ça va pas prédire le futur. Ça va juste vous dire, il y a plus de chances que ça s'il y a ça. Mm, mm, Voilà. Donc, c'est un mm. turning point pour moi où si on descend plus bas, je me protège. Voilà. Ok, très clair. Voilà. Et bah écoute, merci beaucoup Tisma. Je vais vous laisser en description les liens pour le suivre. Pour ceux qui m'écouteront sur YouTube, on va essayer de poster ça rapidement pour pas que ça vieillisse trop vite. Voilà. Ouais, En ça tout marche. cas, c'était top. Donc, merci beaucoup. Franchement, t'as dû sentir que sur la fin, ça a commencé à me faire Ouais, dévisser t'inquiète, parce que t'inquiète, c'était mais je très comprends. technique. C'est pas évident, c'est pas évident. C'était très technique. Et puis voilà, de toute façon, je vais vous mettre sur Twitter tout de suite. Ces réseaux, voilà, pour ceux qui écoutent sur Twitch. Merci pour tout. On se dit à très bientôt. Peut-être au Solana Breakpoint à Abu Dhabi, peut-être à une autre Bien conférence, je sais sûr. pas. Là, comme dit, je lock in jusqu'à fin décembre. Et après, à Jusqu'à partir de fin décembre. décembre, vas-y, go, on peut faire des trucs. Ok, Voilà. parce qu'il y a une conférence à Abu Dhabi en décembre Ok, bon, pour voilà, why Solana. not alors, tu vois. Ok, Voilà, et bon, bah, merci pour bah, l'invitation en tout cas. merci à toi. On se dit à très vite pour une autre session, potentiellement, peut-être avec Boubou, Picsou, Ouais, quoi. avec plaisir, En ouais. multistream, ça peut être cool. Et à très vite. Ciao tout le monde. Vas-y, ciao, ciao, guys. Merci à tous, ciao.